Chers amis, bonsoir. Nous accueillons régulièrement Jean-Pierre Le Goff. On suit son œuvre de livre en livre depuis je ne sais pas combien d'années, plus de 10 ans. Jean-Pierre vient nous présenter ses livres et animer les discussions qui ont lieu après la présentation de ses ouvrages, déjà nombreux et impressionnants. Voilà, le dernier c'est Malaise dans la démocratie. Je vais vous laisser le soin de le présenter. Ensuite, comme d'habitude, on engage la discussion. Merci Jean-Pierre. C'est moi qui vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Il y a un certain nombre de thèmes que peut-être vous connaissez déjà. Alors je ne vais pas résumer mon livre. Je veux plutôt essayer de me limiter à quelques grands thèmes qui sont présents dans ce livre. Pour ensuite laisser quand même une place au débat. J'ai environ combien ? 3 quarts d'heure, très bien. Alors d'abord, je tiens à préciser que mon propos va pas être directement politique. Puisque ce livre, c'est plutôt un livre, je dirais, sociologique et anthropologique qui s'intéresse à ce que j'appelle l'arrière-fond du politique, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire le creuset sociétal, on pourrait dire l'anthropologie culturelle au sens d'un certain nombre de conceptions, d'idées, de représentations, de comportements qui imprègnent à un moment historique donné une société. Voilà, ça c'est, vous voyez, ça a toujours été un peu d'ailleurs ma démarche. Et j'ai toujours essayé de relier la politique à cette dimension-là. Voilà. Alors, le livre, je vais pas reprendre tous les thèmes, je vais essayer simplement d'indiquer un certain nombre d'étapes qui me semblent importantes pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, on peut partir d'événements tragiques assez récents, qui sont évidemment les attentats terroristes. Je parlerai de Paris, mais aussi on pourrait parler de Bruxelles, parce que je suis assez frappé par quand même une forme de similitude de réaction entre les deux, enfin des éléments de similitude. Pour dire les choses de façon très schématique et très rapide, ce qui m'a frappé dans la réaction aux attentats terroristes, c'est d'une part l'effet de sidération, qui peut tout à fait se comprendre, mais plus que cela, une forme d'ambivalence. D'un côté, une réaction, j'allais dire, patriotique, qu'on retrouve, avec un rassemblement au mois de janvier, une affirmation de refus du terrorisme, qui est allée jusqu'à ressortir d'ailleurs, plus récemment peut-être, mais il y en avait déjà au mois de janvier, les drapeaux, le bleu, blanc, rouge. Et en même temps, ça me paraît intéressant. Autre fait intéressant qui me paraît tout à fait positif dans la période, c'est par exemple le fait que l'armée et la police, il y a un nombre d'engagements très important. Donc il y a un peu cet élan d'un côté. Mais de l'autre côté, j'ai été frappé par l'autre aspect. C'est que d'ailleurs qui recoupe une partie des réactions, je dirais, d'une population. On pourrait discuter sur les catégories sociales. Mais en gros, un effet de sidération, et plus que ça, au moment où sont commis des meurtres de masse, il y a un discours de montée vers l'universel et des déclarations d'amour assez étonnantes qui m'ont beaucoup surpris. Il y a ces phénomènes de bougies, de ballons, de peluches qu'on dépose à la place de la République. Si vous regardez par exemple Bruxelles, vous avez aussi les chœurs, Love, etc. Avec la chanson qui est, d'ailleurs c'est marrant, elle a été diffusée un peu partout. Imagine de John Lennon, c'est-à-dire imagine un pays, un monde sans violence, sans guerre, sans religion, où tout le monde serait uni et fraternel. Donc c'est quand même assez paradoxal. Si je continue sur Bruxelles, ce qui m'a aussi frappé, c'est que dans cette espèce de place, on trouve à peu près les mêmes choses d'ailleurs. Hein. Les bougies, les déclarations d'amour, les ballons, on se tient la main, on chante, etc. Et arrive tout d'un coup une espèce de hooligan qui piétine les moments, d'ailleurs les caméras suivent, piétinent aussi au passage, et c'est l'islamisme, là où il y a de la déclaration d'amour, si vous voulez. Pour moi, je trouve que tout ça, pour moi, reflète un espèce de phénomène social, ce qui m'intéresse comment on peut le comprendre, voilà un peu la question. J'y rajouterai un élément sur la question de Bruxelles. C'est que le bourgmestre de Bruxelles est venu à Paris, il a fait une déclaration commune avec le maire de Paris, et dans cette déclaration commune, la lutte contre les ténèbres au nom de la lumière, les lumières étant données par l'école, la culture, je sais plus quoi d'ailleurs exactement, mais enfin c'était ça. Or, ce qui est assez intéressant,
En même temps, il faut savoir qu'à Bruxelles s'est ouverte une exposition, quand on parle de culture, de quoi parle-t-on, qui a été d'ailleurs déconseillée au moins de 16 ans, d'un photographe qui, dans les musées, donc cette exposition a lieu dans les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, il s'appelle, je crois, Serrano. Il a fait une rétrospective de son œuvre et il avait déjà marqué un scandale en 1989, je crois que c'était à New York, si je ne me trompe pas, en exposant la photo d'un crucifix immergé dans l'urine. Et les photos qu'il met au moment, juste après les attentats, c'est la religion, les vieux, le sexe, la mort, etc. À tel point donc qu'elle a été déconseillée au moins de 16 ans, ce qui n'a pas empêché de distribuer évidemment des gros dossiers pédagogiques aux enseignants. Et on a mis même dans une salle à part les choses les plus provocatrices. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de culture, il faut savoir aussi de quoi on parle. La culture contre la barbarie. Laquelle? Voilà, donc tout ça, si vous voulez, pour moi, forme un espèce de phénomène complet où on voit, qui je pense est tout à fait symptomatique et révélateur d'un ensemble de fractures, et ce que j'appellerais un grand méli-mélo, un monde assez chaotique, quoi, et confus. Alors toute la question, je dirais, de savoir d'une certaine façon comment on en est arrivé là. On peut dire dans un premier moment que, je me situerai simplement dans un temps plus court sur la question, au moment de la chute du mur de Berlin, je pense qu'il y a toute une forme d'angélisme qui s'est développée, qui était d'ailleurs liée à la thèse affirmée alors de la fin de l'histoire, où l'humanité pouvait peut-être enfin, croyait-on, se réconcilier à partir de deux piliers, c'est-à-dire à la fois les droits de l'homme, ou plus exactement une certaine version angélique des droits de l'homme, selon laquelle les droits de l'homme sont la chose du monde la mieux partagée, je cite de mémoire une secrétaire d'État. Et de l'autre côté, le libéralisme économique, l'humanité pouvant enfin se réconcilier d'une certaine façon, non pas avec elle-même, mais arriver à une nouvelle unité, à une paix un peu universelle qui marquerait véritablement la fin, je dirais plutôt la sortie de l'histoire, ce qui est autre chose, mais c'était... Alors on peut prendre ça, mais moi je pense qu'il faut remonter plus loin, c'est-à-dire comment en est-on arrivé à cette nouvelle forme assez déconcertante de sensibilité, d'angélisme. Je ne dis pas que toute la société est comme ça, loin de là, mais c'est quand même très présent. Si je me situe à des combats anciens, des années 30, le fascisme ne passera pas. Là, j'ai pas entendu beaucoup l'islamisme ne passera pas. C'était des manifestations assez silencieuses de deuil, ce qui peut tout à fait se comprendre. Si je me resitue dans le passé, une des grandes dernières manifestations, j'allais dire républicaines, c'était vraiment des morts de Charonne. Ça avait été quand même très différent de la marche du mois de janvier. La marche du mois de janvier, c'était un enterrement silencieux, avec cette espèce de choses étranges, avec quelques manifestations qui étaient tout à fait étonnantes. La police, j'ai en tête des bisous, et il y a un policier qui à ce moment-là franchit le pas, bon, et puis en même temps on chante la Marseillaise. On chante la Marseillaise pas en janvier, hein, c'était quand même très très lourd, c'était un truc très très bizarre. Là on rechante la Marseillaise, ce qui fait plaisir. Dernier exemple de cette espèce d'ambivalence de réaction qui m'a beaucoup frappé, c'est la cérémonie avec François Hollande aux Invalides pour les victimes du mois de novembre. Là, je trouve que quand vous regardez cette cérémonie, c'est frappant. Vous avez des militaires, regarde à vous, la Marseillaise très solennelle, la liste des gens, avec une dimension très forte, une tension très forte. Et puis, cette chose étrange où la Marseillaise est juste apposée avec la chanson de Jacques Brel, quand on n'a que l'amour à opposer au tambour, nous aurons le monde entier avec nous, et Perlimpinpin de Barbara. Dans le même moment. Au même moment, on parle beaucoup de laïcité, la République, et le président de la République parle dans son hommage aux victimes d'un Dieu trahi. Un Dieu trahi. Voilà, ça c'est des choses, si vous voulez, qui moi je ne peux pas dire m'interpelle, c'est tellement bateau comme formule, mais vous dites, bon, on en est où de tout ça, dans ce méli-mélo, voilà. Alors, pour essayer de le comprendre, pour essayer de ce que j'appelle comprendre
Je parle aussi d'éthos, le nouvel ethos de la société, c'est-à-dire des nouvelles valeurs, des comportements intériorisés qui, à demi-siècle, on n'aurait pas vu. On n'aurait pas vu les mêmes. C'est un peu les marches blanches, si vous voulez, hein, avec les cellules d'aide psychologique, quoi, hein, qui sont à chaque fois ouvertes. Et puis d'autres choses, bon, qui se discutent, bien évidemment. La Légion d'honneur donnée je crois que c'était au mort de Charlie Hebdo. Mais aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé, si je ne me trompe pas, c'est qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais pourquoi eux et pas nous? La Légion d'honneur, il n'y a pas de... Si, on leur met, pourquoi pas nous? Donc attention, dans quoi on peut rentrer à partir de là. Alors tout ça, bien évidemment, ce n'est pas pour dire que ces manifestations sont... Alors, elles ne sont pas univoques. Une bonne partie de la société partageait évidemment cette douleur, cette manifestation de douleur, mais en avait assez aussi de dire, mais qu'est-ce qu'on fait et pourquoi en est-on arrivé là, quoi. C'était plutôt ça. En même temps qu'il y avait ces déclarations d'amour universel. Voilà. Alors, mon hypothèse est la suivante, pour comprendre ça. Il suffit pas simplement de se resituer au moment de cette mentalité pacifique et angélique qui a émergé en gros après la chute du communisme, chute du mur de Berlin. Il faut remonter plus haut. C'est-à-dire que je pense, ça c'est l'hypothèse centrale de mon livre, qu'on a beaucoup de mal à aborder de front un certain nombre de bouleversements sociétaux, appelons-les comme ça, qui se sont déroulés dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que je pense qu'on a basculé vers quelque chose qui est assez inédit historiquement et qui présente à mes yeux des aspects problématiques. Ça ne veut pas dire, je tiens à préciser, que tout est foutu. Je pense même que peut-être nous sommes à la fin de ce cycle historique. Je vais essayer de le détailler. Mais ce que j'ai observé, c'est que ces bouleversements, je vais en parler, sont considérables sur un demi-siècle. Et quand je parle de bouleversements, elles ont provoqué des fractures sociales, puisqu'on pense évidemment à des catégories sociales différentes, mais je pense qu'elles sont à la fois sociales et culturelles, dans le sens où, plus fondamentalement que les questions économico-sociales, c'est une conception de la condition humaine nouvelle qui a émergé, qui est entrée en contradiction, et de l'être humain d'ailleurs, de l'enfant, de l'éducation, du rapport à l'histoire, du rapport à la nation, qui s'est forgé à ce moment-là, et qui a provoqué des fractures à l'intérieur de la société. Fractures sociales, hein, entre des catégories qui ne sont pas les mêmes, mais pas simplement, je pense qu'elles sont transversales, en fait, et qu'elles renvoient à quoi? Elles renvoient pas simplement aux conditions économiques et sociales, elles renvoient à une éducation première, à le fait d'être éduqué dans un certain milieu qui, on va dire traditionnel, sans mettre de nuances péjoratives dans ce mot, qui ont transmis une certaine conception de la condition humaine, on en discutera, qui remonte d'ailleurs des générations entières, et des enfants nouveaux qui ont été élevés, éduqués dans une nouvelle situation historique où cette conception de la condition humaine avait cessé d'être transmise. Voilà. Bon. Alors je vais essayer de détailler tout ça. Alors vous allez me dire pourquoi vous prenez cette période, cette rupture. L'hypothèse que je fais, c'est qu'elle est quand même profonde. On va vous dire à juste titre que si vous prenez par exemple 1914 dans le XXe siècle, c'est autre chose comme type de coupure que, j'en discuterai, les années 60, 70, 80 jusqu'aux années 2000. Puisque à la suite de la guerre de 14, nous avons eu les deux totalitarismes qui sont nés. Et pour ne citer qu'une seule personne, je citerai volontiers Stefan Zweig dans Le Monde d'hier. Il dit, c'est lui qui a connu le monde d'hier, c'est autre chose que ma génération, qui malgré tout a été quand même élevée, éduquée dans un tout autre contexte. C'est beaucoup plus tragique, c'est beaucoup plus dramatique. Hein. Quiconque a traversé cette époque, dit Stefan Zweig, a été chassé et traqué, nous avons eu peu de répit, a vécu plus d'histoire qu'aucun de ses ancêtres. J'ai relu ce livre récemment, c'est absolument fascinant, quoi. Entre le monde ancien, au niveau de la temporalité, enfin la façon dont il décrit ça, je trouve que c'est quand même un chef-d'œuvre. Et il part de la journée de 1939. Cette journée de septembre 39 met un point final à l'époque qui a formé et instruit les sexagénaires dont je suis.
Mais si par notre témoignage nous transmettons à la génération qui vient ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, vestige de cet édifice effondré, nous n'aurons pas œuvré tout à fait en vain. Voilà. Alors, pour essayer de voir, prendre conscience de l'ampleur, je suis parti de Tocqueville. Du 19e siècle, il y a d'autres entrées possibles. Et ce qu'il a écrit, on pourrait dire, sur l'individualiste. C'est-à-dire, et sur l'individualiste, il y a la démocratie. Je ne vais pas développer tout ça, je vais essayer d'être le plus succinct possible. Je pense que l'individualisme démocratique, tel que le décrit Tocqueville, est marqué par une ambivalence. D'un côté, l'autonomie individuelle, où il se détache d'une certaine façon de ses communautés premières d'appartenance, pas totalement, mais quand même, avec évidemment en référence l'idéal de lumière, par l'autonomie de jugement, donc une revendication, une exigence d'autonomie et une autonomie réelle qui me paraît participer des Lumières. Mais les Lumières ne commencent pas en 89, c'est un mouvement de la modernité. Bon, ça je dirais c'est le bon côté de la démocratie. Mais en même temps, Tocqueville le souligne, une tendance, je ne vais pas reprendre toutes ces citations, au repli sur la sphère individuelle et le bonheur privé. En disant, eh bien là on voit, il observe la société américaine au 19e siècle et voit cette tendance déjà se profiler. Peut-être, si j'ai le temps, je pourrais vous donner une citation, mais je sais pas si je vais de Tocqueville, où il parle de l'individu qui est un peu esselé, qui a de la difficulté à entrer en contact avec ses semblables. Et ça fait partie de la démocratie moderne. Après tout, le bien-être matériel, le repli sur le privé, nous ne sommes pas dans une démocratie antique. Et donc, le bonheur, la recherche du bonheur est tout à fait légitime. Simplement, il faut savoir que cette tendance-là peut amener l'individu à se détacher et à se replier vis-à-vis de ses semblables. Mais, quand vous regardez Tocqueville, il indique plus que ça. Il va parler à ce moment-là d'un certain nombre de choses qui contrebalancent cette tendance au repli. Qu'est-ce qui contrebalance aux États-Unis cette tendance au repli? C'est le tissu associatif américain, pour prendre un langage moderne. C'est-à-dire les associations américaines, auxquelles il ajoute une presse d'opinion au sens noble du terme, c'est-à-dire qui éclaire l'opinion, qui relie les individus à la collectivité, à l'ensemble, et il ajoute aussi les religions, qui font sortir l'individu, si vous voulez, de sa sphère. Bon. Voilà, donc, je ne dirais pas qu'il y a un équilibre, mais il y a à la fois cette ambivalence, autonomie de jugement, pour faire de façon très schématique, tendance en même temps au repli individuel et au bonheur privé, et en même temps, pour contrebalancer cette tendance-là, à l'intérieur même de la société, on dirait un tissu associatif, des possibilités d'engagement, y compris dans les affaires quotidiennes aux États-Unis. C'est pas simplement les grands engagements. Voilà. Alors toute la question pour moi est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est devenu tout ça, d'une certaine façon? Alors, si je prends, je ne vais pas détailler, je vais faire une espèce de modèle type de l'individualisme problématique dans mon livre, je ne vais pas le détailler, je prendrai simplement quelques traits problématiques. D'abord, ce qui est très frappant dans un certain type d'individualisme nouveau, c'est ce que j'appellerais l'identité patchwork et le relativisme culturel. Qu'est-ce que je veux dire par identité patchwork? Ça veut dire qu'il y a un type d'individu, et ce n'est absolument pas un jugement moral, c'est d'abord un constat, après on pourra discuter, qui, pour des générations antérieures, représente un espèce de défi assez inédit et difficilement compréhensible. Pourquoi? Parce que vous avez un individu qui peut être, j'allais dire, composé de multiples facettes, sans forcément qu'il y ait une colonne vertébrale ou un souci de cohérence. Ça, c'est quelque chose de très pour ma génération encore, pour les anciennes, qui est un peu délicat. Par exemple, le principe de non-contradiction, par exemple, fait partie du principe logique. Bon. Ou le principe de cohérence, de façon éthique, entre ses paroles et ses actes, par exemple, ou à l'intérieur même de son discours. Alors, je ne dis pas que c'est général, mais ça existe. Des études ont montré, je pourrais prendre le domaine religieux,
J'en avais déjà parlé un peu dans mon livre sur le village. Comment aujourd'hui on peut être catho, bouddhiste, piocher un peu dans les différentes religions et religiosités diffuses, j'en parlerai, en se construisant une espèce de patchwork à soi. Jésus, Bouddha, Socrate, je cite un livre de mémoire, il y en a des plein. En politique, vous pouvez être ultra contre le capitalisme, dénoncer le néolibéralisme, etc. Mais en même temps, il y a quand même le smartphone, il y a quand même les week-ends, etc. Par exemple, la révolution citoyenne, on parle beaucoup, je trouve ça très bien, l'engagement, etc. Mais j'ai toujours observé que d'une certaine façon, elle butait sur quelque chose dans une société moderne qui s'appelle les vacances. Et c'est toujours, je me souviens, je ne sais plus quel leader syndical, à un moment donné, dans un mouvement social, je ne sais pas combien il y a de mouvement social, on est, chers camarades, je décrète la grève générale. Tout le monde applaudit. On était vers mai-juin, quoi. C'était très délicat, la grève générale n'a pas passé l'été. Mais si vous revenez en arrière, en mai 68, je me souviens des barricades, et c'était pas simplement la Commune de Paris, c'était Victor Hugo, c'était la remise en scène de tout cet héritage dans la rue, dans la scène publique, et il n'y avait pas d'essence. Et puis un jour, l'essence revient. Et le week-end, il y a des bouchons à non plus finir sur les routes, parce que certes, on est quand même révolutionnaire pour la rupture contre le capitalisme, la société de consommation aliénante, ses loisirs, sa télévision, etc. Mais enfin, on va quand même pas louper le week-end pour aller à la campagne. Et voilà les contradictions, si vous voulez. Alors, je dis pas que tout le monde était comme ça, il y a des gens qui voulaient aller jusqu'au bout. J'en fus, mais enfin, je ne dis pas que c'était nécessairement mieux. Bon, je m'arrête là. Mais, si vous voulez, voilà cette identité. J'ai le sentiment, si vous voulez, qu'on a laissé un terrain aux nouvelles générations, où c'est un champ de ruines. Je prends souvent l'image, vous savez, des ruines avec des restes de pierre. Cet individu erre dans le milieu des ruines, prend une pierre comme ça, il en met une autre, d'un autre, et il compose. C'est ce que j'appelle l'identité patchwork. Relativisme culturel, il va de pair avec une question extrêmement déconcertante. Enfin, elle est encore déconcertante. Vous pouvez dire quelque chose dans une phrase et dire l'inverse après, dans la même phrase. Et vous dire, attendez, je comprends pas. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir la réponse, mais où il est le problème? Ça, c'est assez déconcertant par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire le principe de non-contradiction, le principe de cohérence quand vous écoutez quelqu'un, etc. Bon. Ça me fait penser d'ailleurs où il est le problème, c'est peut-être un peu l'équivalent de le à quoi bon de Bernanos. Après tout, pourquoi pas? Le chamanisme, après tout, écoutez, pourquoi pas? Le bouddhisme, on peut pas savoir. Et à partir du moment où moi, individu, je peux choisir dans ce qui m'est offert et me construire moi-même une identité, et si ça part de moi en tant qu'individu, en quoi ne serait-ce pas légitime? Pourquoi? Je peux prendre dans d'autres domaines. Je veux avoir un enfant, je veux faire un enfant toute seule, comme disait une chanson. Si ça part de moi, quel est le problème? Vous pouvez pas aller contre c'est antidémocratique. Enfin, bon, voilà des aspects, à mon avis, assez nouveaux. Deuxième aspect qui a beaucoup changé, qui est la question des associations. Je crois qu'il y a encore du bénévolat, fort heureusement. On pourrait discuter du tissu associatif, mais le type d'engagement n'est pas forcément le même. Alors, je ne veux pas être trop négatif, mais par exemple, quand vous regardez, j'ai relu un certain nombre de syndicalistes des années 50-60. Notamment dans mon livre, je parle d'Eugène Descamps. Eugène Descamps, ça s'appelait son livre Militer. Et il expliquait ce qu'était le militantisme. Il disait, être militant, ça apporte énormément de choses positives, mais en même temps, il faut savoir qu'on sacrifie d'autres choses. Et lui, je ne sais plus, je crois que c'était la musique, autre chose, moi j'ai sacrifié ça. Et j'ai sacrifié ma vie de famille, donc, mais je ne regrette pas du tout, parce que pour moi, c'était tellement enrichissant, etc. Bon. Là, vous avez un type de rapport au collectif et à l'association qui est tout à fait, qui n'est pas en soi négatif, mais qui est autre chose. Je pense notamment aux associations caritatives, le bénévolat, où le rapport, il peut être plus utilitaire
pas forcément utilitariste, mais utilitaire par rapport à moi. C'est-à-dire que je peux y trouver, après tout pourquoi pas, une certaine forme d'épanouissement individuel. Bon. Mais le mot épanouissement individuel, vous l'avez pas dans l'ancien monde. C'est autre chose. C'est un engagement. Vous n'allez pas dire je vais m'engager parce que j'ai besoin de m'épanouir individuellement. Il y a l'idée de se décentrer. Et que c'est dans ce décentrement de l'individu que se joue l'engagement, d'une certaine façon. Là, c'est un peu différent. Voilà quelques traits. Alors, toute la question est de savoir comment on en est arrivé là. Je ne vais pas vous faire un long développement. Moi, je distinguerai un certain nombre de moments dans cette seconde moitié du XXe siècle qui nous ont amenés un peu à cette nouvelle sensibilité et à ce nouveau type d'individualisme que j'appelle autocentré, et qui, à la fois dans une continuité avec ce qu'a dit Tocqueville, et en même temps dans une discontinuité. Parce que ça s'inscrit bien dans l'individualisme tel que Tocqueville l'a venu, mais à un moment donné, pour moi, ça a basculé vers autre chose. Alors quel est le premier moment? Alors évidemment, on prend 68, mais avant 68, on oublie le tournant, je dirais, années 50, années 60. Si je prends la seconde moitié du XXe siècle, les sociétés démocratiques européennes, mais plus largement, sont entrées dans une phase assez inédite de leur histoire, qui était, je dirais, la fin du paupérisme. Enfin, du paupérisme tel qu'on l'avait entendu, qui venait du XIXe siècle, lié aux images qu'on a de l'industrie, mais je dirais bien plus globalement. C'est une question qui a hanté l'humanité, d'une certaine façon, qui a hanté une bonne partie de l'histoire. Bon. Et dans cette seconde moitié du XXe siècle, ces sociétés arrivent globalement, je dirais, à vaincre cette question. Il reste évidemment du paupérisme, mais même le paupérisme aujourd'hui n'est pas comparable à ce qui existait au XIXe siècle. Et il y a ce moment après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans la période de reconstruction des Trente Glorieuses, eh bien il y a ce moment-là. Et avec ce moment-là, bien évidemment, arrive ce qu'on appelle la société de consommation, et j'insiste, et de loisirs, auquel on pourrait ajouter et des masses médias. Quelle était l'expression qui était développée à l'époque? Consommation, loisirs, mass média. Je ne vais prendre que, bon, je pourrais développer sur l'automobile, la télévision, je vais prendre les loisirs. Les loisirs, on pense à 1936, et on va vous dire, j'ai dit à ce moment-là, c'est la continuité des acquis de 1936. D'une certaine façon, oui. Mais regardez les images de 36 et regardez les images 50-60 Club Méditerranée. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que là où la dimension des loisirs s'inscrit encore dans un mouvement historique d'émancipation, disons-le comme ça, avec une dimension collective très forte. Je ne vais pas vous rappeler les chants de 1936. Bon, il y a l'aspect debout les gars, le soleil est levé, enfin bon, en route. Il y a d'autres chansons que je connais pas, et vous les voyez en vélo, et c'est vraiment une joie de vivre extraordinaire. Une espèce d'élan, quoi. 1959-1960, je pense notamment à ce numéro extraordinaire de la revue Esprit, La civilisation des loisirs, avec un sociologue très oublié aujourd'hui qui s'appelait Geoffre Dumazdier. Je vous signale qu'Esprit, juste après la guerre, à combien d'années, titrait La civilisation du travail. En 10 ans, c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, je vais vous lire quelques citations de Dumazdier. Il y a un problème pour les militants de gauche. Pourquoi? Parce que les week-ends, c'est pour la formation. C'est pour revenir discuter dans les affaires de la cité. Il y a ce modèle qui revient du citoyen éclairé, même qui est républicain. Il y a un petit problème, il y a de moins en moins de monde déjà. Alors, s'il y a déjà moins de monde, c'est de notre faute. Les militants s'interrogent. Est-ce que nous avons eu assez pour faire en sorte que les gens puissent arriver? C'est sûrement qu'on n'a pas su bien s'y prendre. Et les autocritiques interminables des militants qui se disent c'est nous. Alors qu'il y a un phénomène historiquement inédit qui pose un défi à une certaine conception d'engagement qui s'appelle les loisirs. Je vais vous citer Mazdier. L'homme de loisir tend à être ingrat à l'égard du passé et indifférent à l'égard de l'avenir. Ce n'est pas là une attitude active de citoyen et de travailleur, mais cette attitude existe et se développe. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, on peut émettre une hypothèse, l'hypothèse que des transformations profondes s'élaborent dans le cœur des hommes de toute classe à partir de ces futilités nommées loisirs. Et il y a un reportage d'ailleurs extraordinaire dans ce numéro, c'est les débuts du Club Méditerranée avec les villages. Et ils interrogent les gens, ils interrogent une personne et
ils découvrent une chose qui est très difficile à comprendre. Ils disent, mais moi, je travaille toute l'année pour venir là. C'est-à-dire l'inversion, parce que c'est là où je m'épanouis. C'est-à-dire l'inversion totale par rapport au lieu de travail qui était considéré comme précisément le lieu, on ne parlait pas d'épanouissement, de réalisation de soi. Voilà. Ça, c'est le premier moment, avant même 68. Et d'ailleurs, à mon avis, on ne comprendrait rien à 68 si on ne commençait pas dans les conditions qui ont rendu possible l'événement. Et les conditions qui ont rendu possible l'événement, elles sont liées à ce passage. Sur 68, je vais être très rapide parce que j'ai beaucoup écrit, je tiens à dire que je ne prends pas, contrairement, je pense à Zemmour, mai 68 comme un bloc. Pourquoi ? Parce que je maintiens, alors on me dit, mais c'est totalement... Je maintiens une distinction auquel je tiens entre l'événement historique et son héritage impossible. Et quand on parle de mai 68, je dirais, je ne vais pas faire d'analogie avec la Révolution française, mais où on parle de mai 68, quel moment même à l'intérieur de mai 68, où on parle des années 70. Et ça, c'est déjà pas pareil. Même qu'on pourrait, 1714, je ne vais pas faire d'analogie, parce que c'est pas la même révolution, mais je pense que c'est une révolution à l'échelle de l'histoire extrêmement importante par les effets qu'elle a produits et le basculement qu'elle a produit. Alors, par reprendre mon analyse de l'événement lui-même, je parlais des conditions. L'événement lui-même, on a toujours une grande difficulté à analyser cet événement, puisqu'il est, je peux dire, protéiforme, enfin il est multiple, il y a de multiples facettes, on va vous dire, mai 68, d'ailleurs c'était la première version, la reprise de 1936, grève générale. Donc, l'histoire, je me rappelle un slogan à l'époque, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye, enfin bon, donc on était vraiment, grève générale, les usines occupées, hop, on relie ça à ça. Sauf qu'il y avait un petit problème à l'intérieur de tout ça, c'est qu'il y avait un phénomène nouveau à côté, en même temps. Ça c'est la France. Parce qu'ailleurs, ça n'a pas pris la même forme d'un arrêt total du pays pendant quelques semaines. Il y a eu le mérampant en Italie. En Allemagne, c'était encore différent. Aux États-Unis, c'était différent. Il y a eu des formes nationales différentes, mais quand vous regardez les choses, c'est un mouvement qui a traversé les sociétés démocratiques à un moment donné. D'ailleurs, dans un laps de temps, c'est étonnant, hein, fin des années 60, les années 60. En Angleterre, vous avez une espèce de révolution culturelle qui est passée par la pop. Et nous, comme on est un peuple, je veux dire, plus politique, qui avait une mémoire nationale, avec son épopée nationale, eh bien, on a eu ça. Hein. Donc, et en même temps, la grève générale. Alors, liquider 68, pour moi, ça n'a aucun sens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle une tendance revancharde sur l'événement, comme si on pouvait revenir en arrière. Ça, c'est, à mon avis, pas possible, sinon se remettre dans une impasse. Je reviendrai sur... Mais, à côté de cette grève générale, vous aviez un phénomène qui était très difficile à comprendre. Je pense que c'est Morin, Edgar Morin, de l'époque, qui a le mieux décrit ça à travers la formule « la commune étudiante », qui est de lui, et un 1789 socio-juvénile. Pour vous donner un peu ce méli-mélo de cette commune étudiante, il y a souvent cette image que je cite, excusez-moi pour ceux qui connaissent déjà l'anecdote, où vous avez quelqu'un qui est assis sur une chaise derrière la chapelle de la Sorbonne avec ses colonnes, vous avez la photo de Lénine, la photo de Mao, il est là en costume, parce que les gens étaient quand même habillés, et quand vous les écoutez parler, ils parlent un français assez étonnant quand vous écoutez aujourd'hui les acteurs sociaux. C'est assez décalé. Mais vous avez cette personne, très bien, etc. Et vous avez ces deux photos, donc on va dire les compuscules, etc. Puis derrière, il y a seul le Christ est révolutionnaire. Bon. Entre, si vous voulez, les revendications des grévistes et vivre sans temps mort et jouir sans entrave, c'est pas tout à fait la même chose qu'à la CGT de l'époque, si vous voulez. Donc, il y a donc ce grand méli-mélo, et l'élément nouveau qui est introduit dans l'événement, c'est ce que mon ami Paul Lyonnais appelait le peuple adolescent, qui d'ailleurs aura un certain succès ensuite avec sa culture, on y reviendra. Donc, qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça ? Moi, je vais regarder les textes à l'époque, vous avez tout dans 68. Hein. On a oublié d'ailleurs l'importance des chrétiens de gauche. Très important, les chrétiens de gauche en 68. On n'a parlé que des maoïstes, des trotskistes, etc. C'est pas vrai. Ils ont joué un rôle clé. Là, il y a vraiment toute une étude à redévelopper sur ce thème. J'espère pouvoir avoir le temps de le faire un jour. Donc, vous avez du personnalisme, vous avez du surréalisme, vous avez une espèce de reste de maoïsme, de langue de bois, vous avez du pédagogisme, qui est déjà en cours, une nouvelle
Il y a de tout, il y a de tout. Je vous signale qu'il n'y a pas l'écologie et le féminisme, hein, parce qu'à chaque fois on dit, on remet sur 68 ce qui est arrivé après. Mais bon, il y a de tout. Qu'est-ce qui fait l'unité du tout? C'est pas le contenu, parce que le contenu est totalement divers. C'est le fait qu'à un moment donné, moi c'est ce que s'exprime une grande catharsis d'une société qui en l'espace, en très peu de temps, c'est-à-dire entre 45, un peu plus de 20 ans, a connu un bouleversement économico-social, j'allais dire, et sociétal considérable. La France est sortie de la dimension qu'on avait encore dans les années 30, regardez, juin 40 avec les charrettes, hein, une France paysanne. Eh bien, elle est devenue urbaine, les habitudes de consommation ont changé, les premières banlieues arrivent, bon, je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'est ça, ça a été à une vitesse incroyable. Et dans le moment de 68, vous avez, quand vous regardez bien, voyons qu'est-ce qui s'est passé et où va-t-on. Il y a une espèce d'angoisse existentielle il y a un arrêt, où la société s'offre le luxe, dans la période des 30 Glorieuses, ne l'oublions pas, d'un arrêt où elle s'interroge sur d'où elle vient, où elle va, dans cette modernisation. Et d'ailleurs, les élites de l'époque, je pense notamment à Pompidou, quand vous relisez les textes et ses écrits, vous regardez les déclarations qu'ils font, ils le voient au début comme une crise de civilisation. Relisez Malraux au Palais des Sports, c'est étonnant. Il le dit très bien, il a dit ça à tous les apparents d'une guerre civile, ce n'en est pas une. La preuve, c'est que les manifestants ne se sont pas affrontés par rapport à ce qu'il avait connu en Espagne. Par contre, il a une formule extraordinaire, c'est la fin d'un monde, où tous les protagonistes ont la conscience d'un fin d'un monde. Voilà, donc je m'arrête là. Alors, mai 68, je distingue cet événement, qui a existé partout, encore une fois, et avec ce que j'appelle son héritage impossible. Son héritage impossible, il est présent dans l'événement, mais il va véritablement se développer dans les années qui vont suivre 68 et va prendre une certaine importance. Pour le résumer de façon très schématique, je m'excuse d'être aussi schématique, je le résumais en 4 points. Une exigence d'autonomie qui se comprend à l'époque de la part de la société, de la part des individus, face à un pouvoir qui est considéré comme hautain, un peu sacré, alors on va voir comment on va basculer de l'autre côté, mais avec un certain nombre d'interdits, on pourrait dire aussi avec des restes du moralisme issu du 19e siècle, hein, qui sont présents. Donc cette exigence d'autonomie va créer une dynamique contestataire, mais cette dynamique contestataire, elle a un sens parce qu'en face, vous avez un État qui tient la route, et vous avez des élites qui assument encore leur rôle, si vous voulez. Hein, bon. Mais qu'est-ce qui va se passer dans l'héritage impossible? C'est que cette exigence d'autonomie, qui peut se comprendre, va être érigée en absolu. Sans référent, et ça va se développer. En même temps que cette exigence d'autonomie érigée en absolu, vous avez, en même temps, l'appréhension de l'autorité, du pouvoir, des institutions, des hiérarchies comme synonyme de domination-aliénation. Autorité, pouvoir, hiérarchie égale aliénation. Vous avez les deux. Ce qui va d'ailleurs, j'y reviendrai, donner un rapport à terme assez inédit des individus par rapport aux institutions, où il va être très difficile d'occuper une position institutionnelle, plus difficile, même une position de pouvoir, et ça va traverser y compris les responsables syndicaux. Tout le monde, parce que si, vous voyez, je suis derrière une table, pourquoi il y a la table? Si à la table, c'est déjà un signe qu'il y a une distance. Je ne vais pas vous faire du Bourdieu sauvage, mais il y a quand même quelque chose de ça dans Bourdieu. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va être assez fort, si bien que l'individu à terme va avoir un rapport à l'institution qui est ambivalent. D'un côté, je me méfie de l'institution du pouvoir comme quelque chose, pour reprendre une expression extrême, qui pourrait être un agent de domination à mon égard ou de manipulation, donc une grande méfiance. Et de l'autre côté, et en même temps, c'est ça l'ambivalence de l'individu, postmoderne on va dire, eh bien je lui demande qu'il réponde à mes besoins au plus vite, sinon c'est une forme d'injustice. Donc je me méfie de lui, je le soupçonne de dominant, mais en même temps, et la justice est instrumentalisée, je pourrais en parler aussi de cette façon. Voilà les deux traits de l'héritage. J'y rajouterai un troisième, un quatrième rapidement. Va se mettre en place dès les années 70 un règlement de compte historique avec notre propre histoire, qui va consister à ressortir des pages sombres qui avaient été plus ou moins oubliées, mais qui va basculer très vite vers l'histoire pénitentielle.
et qui ne va plus en finir, si vous voulez. Bon, ça commence dès les années 70. Ça, c'est un très, très important d'héritage impossible. J'y rajouterai un dernier point. La conception rousseauiste post-68 de 68 où l'enfant est naturellement bon, mais pas simplement l'enfant, où l'homme est naturellement bon, tout le mal vient des mauvaises institutions, je pense à Saint-Just, puisque ça remonte à loin. Si vous changez les institutions, si vous changez la société qui détermine le mauvais côté, eh bien, l'homme va pouvoir s'épanouir positivement. Et je pense que ça est quelque chose qui a eu un lourd héritage, y compris jusqu'à nos jours. Voilà. Je m'arrête là. Alors, ça va avoir des effets terribles dans le domaine de la famille et de l'éducation. Qui étaient quand même je vous signale, deux institutions, c'est un constat, qui sont les leviers de la transmission. Donc, je crois que ça va porter. Je ne peux pas reprendre ici j'ai tout un chapitre sur le bouleversement du terreau éducatif. C'est pas simplement l'école, le terreau éducatif. Le terreau, ça marche par imprégnation. Si vous prenez par exemple, je prends souvent l'image de quelqu'un de ma génération qui était jeune, qui avait, je sais pas, disons 13-14 ans, en 50, en 60, vous savez, ce film Hibernatus avec Louis de Funès, on le retrouve après, on le met en hibernation, et il ressort aujourd'hui dans la rue, la même rue. C'est pas du tout le même monde, c'est totalement... Là où on disait, en 68, sois jeune et tais-toi, j'étais très frappé par la dernière banderole ressortie dans Nuit Blanche, sois jeune et tais-toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et dès que t'es petit, et il faut que tu parles, parce que si t'es un enfant qui ne parle pas aujourd'hui, on peut le soupçonner, il y a peut-être quelque chose qui psychologiquement ne va pas. Et donc, il y a des pédagogues, et on a les moyens de les faire parler, par les pédagogies ou par des psychologues, et bon. Et il y a quand même une espèce d'immense malentendu. Quand vous voyez des jeunes ressortir cette chose, je m'en rappelle d'ailleurs de cette photo du jeune, alors que depuis qu'ils sont tout enfants, d'ailleurs ils n'arrêtent pas, ils parlent beaucoup. Alors, bon, et pourquoi? Et là je parlerai, il y a le terreau éducatif a été totalement bouleversé. La place de l'enfant a été totalement bouleversée. Je prends la psychanalyse dans mon livre avec, il s'appelle-t-elle, qui avait des allures de grand-mère, Dolto. Un peu, je veux dire, l'aspect un peu sympathique, avec beaucoup de conseils, qui est un peu la grand-mère, mais bon, c'est un peu péjoratif, un peu grand-mère moderne ou postmoderne. C'est vrai, elle donnait d'ailleurs des conseils souvent de bon sens, mais ils étaient légitimés parce qu'il y avait un vocabulaire psychanalytique. Vous diriez la même chose avec du sens commun des années 50, et puis, là ça passe mieux. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que vous pouvez passer aujourd'hui si vous mettez le tampon sciences humaines, hein, et un peu complexe, clair-obscur, etc. Alors que les choses pourraient être explicitées très clairement, alors là ça passe pas. Je vais donner un exemple. Heureusement, vous pouvez dire qu'il y a une ambivalence, une pulsion de mort et une pulsion de vie, comme Freud l'a dit dans Le malaise de la civilisation. Parler de l'enchevêtrement du bien et du mal dans le christianisme, qu'est-ce que tu veux dire? Freud n'a pas non plus inventé la Lune. Il a repris, il le dit d'ailleurs lui-même. Hein. Bon, mais voilà, c'est pour vous dire que le bouleversement était considérable. Notamment, je prends deux exemples. La culture libertaire et ce que j'appelle l'enfant des psys, quoi. Je n'ai pas le temps de... Mais je crois que quand on dit comment on en est arrivé à cet individualisme nouveau, évidemment, on va dire libéralisme. Je reviendrai sur le néolibéralisme. L'individu néolibéral. On peut voir des échos. Mais la famille néolibérale, la déstructuration de la famille vient du néolibéralisme. Je comprends pas trop. Il y a des évolutions sociétales, culturelles qui ont leur propre domaine, leur propre logique. Alors qu'ensuite, on y reviendra, le néolibéralisme rencontre à un moment donné, oui, mais il n'y a pas de détermination mécanique du néolibéralisme qui déterminerait un ensemble d'évolution des mœurs tel qu'il a eu lieu. Il y a eu une révolution culturelle, et la révolution culturelle des années 60, qui va se conjuguer, et là j'en arrive au deuxième point, la troisième étape, si vous voulez, avec la fin des Trente Glorieuses et le chômage de masse. Quand vous avez une révolution culturelle de cette ampleur, et que vous combinez ça au développement du chômage de masse, et que vous prenez sur les catégories populaires, ça produit des effets de déstructuration anthropologique extrêmement puissants.
Il suffit de regarder, écoutez, les faits divers, les assassinats, compagnie, ils jettent le fils par la fenêtre, il y en a tous les jours. Vous me direz, ça a toujours existé, etc. Oui, mais je ne sais pas à ce point. Et d'autre part, quand vous regardez le cas, vous avez des familles qu'on appelle monoparentales, enfin, appelons-les autrement, il n'y a pas de père. Bon, 98%, mais c'est monoparental. À chaque fois qu'on interroge d'ailleurs une femme à la télévision, moi je me pose encore la question, mais où est papa ? Il n'y a pas de père, c'est toujours la femme avec son enfant, et c'est évident. Et je sais d'ailleurs que c'est assez tragique, puisque moi j'ai mené mon enquête sur les villages, une partie des gendarmes du village passaient leur temps à aller récolter les pensions qui n'étaient pas payées, et intervenaient dans des drames familiaux. Hein. Mais la conjugaison du chômage de masse avec des déstructurations familiales et l'érosion des sociabilités et des solidarités traditionnelles chez des couches populaires, ça fait très très mal. Et ça, c'est un défi qui est énorme, si vous voulez. Alors j'en arrive évidemment au chômage, je ne parlerai que de ça, parce que je pourrais parler. Cette mentalité hédoniste, pour dire très schématiquement les choses, elle va arriver tout d'un coup, elle va se confronter à ce phénomène où ce n'est plus, la dépense improductive, pour reprendre une formule, où bien il y a du chômage, on n'est plus dans une logique indéfinie apparemment du progrès, l'histoire semble marcher à l'envers, il y a l'écologie qui arrive dans le même temps, n'oublions pas, avec une formule extraordinaire, l'utopie ou la mort, choisissez. Mais il y avait antérieurement socialisme ou barbarie, c'est le choix extraordinaire pour construire quelque chose. Donc, il y a ce moment de basculement des 30 qui est quasiment aussi important que 68, mais c'est la conjugaison des deux qui va produire des effets. Le chômage de masse, je ne vais pas trop développer, moi c'est un quart d'heure. Je ne vais pas trop développer, simplement je dirais que pour moi ce n'est pas simplement une question économique et sociale, mais éminemment une question anthropologique. Pourquoi ? Très simplement, pour comprendre pourquoi le chômage est une question anthropologique, il faut le relier à l'importance et ce qu'est l'activité de travail. L'activité de travail, c'est ce qui permet une société moderne développée, mais pas simplement, de sortir les individus de leur première communauté d'appartenance, de leurs liens familiaux, amicaux, pour entrer dans des rapports de coopération, de conflit, et aussi, je dirais, qui ne sont pas simplement des amis, qui sont des collègues de travail, donc dans des rapports sociaux qui ne sont pas simplement sentimentaux, enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments investis dedans, mais qui sont régulés ou réglés par des logiques qui ne sont pas sentimentales ou simplement affectives, mais qui doivent se soumettre à une certaine objectif, une finalité, dans la dimension de la fonctionnalité, la production de biens et de services. Hein, bon. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de sortir de soi, vous êtes obligé de sortir du cocon. Dans le travail, dans l'activité de travail, vous allez vous soumettre à ce qu'on pourrait appeler, en termes freudiens, l'épreuve du réel, c'est-à-dire vos limites. Et en même temps, le fait que vous allez pouvoir être reconnu par les autres avec vos compétences. Ce qui est quand même énorme. Hein. Donc, le problème, ça permet quoi ? Ça permet de gagner sa vie, donc c'est une condition matérielle de l'autonomie. Mon père disait souvent « je ne dépends de personne », ce qui était faux, parce qu'on dépend toujours des autres. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en gagnant sa vie, même s'il gagnait pas beaucoup, il avait la dignité d'être autonome et de ne pas rentrer dans des rapports de servitude vis-à-vis des maîtres. C'est l'idéal républicain au bon sens du terme, je dirais. Hein. Et en même temps que ces dimensions-là, vous rentrez dans des rapports collectifs et vous vous sentez utile collectivement. Si ça est absent, si cette base-là est absente, qu'est-ce qui se passe ? Prenons la question de la culture jeune adolescente. Déjà, précisément, le travail était un des éléments, avec le service militaire et d'autres qui, dans l'ancien monde, permettaient de sortir de la période, cette période de l'adolescence, elle est ouverte toujours sur tous les possibles. C'est une période un peu difficile dans la vie. Pourquoi ? Parce que vous quittez le monde de l'enfance pour aller vers un monde inconnu. C'est une période où on flirte avec la limite, où tous les possibles peuvent encore rester ouverts. D'où d'ailleurs on ne comprend pas un certain type de paroles qu'on entend ici ou là, sans comprendre que tout semble ouvert sur tous les possibles. Hein. Bon. Et vous n'êtes pas entré encore dans la confrontation à la limite, dans la construction dans la limite, ce qui, dans l'ancien modèle de la condition humaine, formait l'âge adulte. Hein. C'est-à-dire apprendre qu'il y a des contraintes un peu incontournables, que tout n'est pas possible à tout moment, qu'il y a des aspects dans la vie, là, je parle, avec lesquels il faut quand même essayer de composer, sans pour autant vouloir totalement les transformer selon ses propres désirs. Bon. Eh bien, vous voyez bien que l'absence de ça va prolonger cette période de la vie. Mais c'est pas simplement cette période de la vie, c'est toute une culture qui va se greffer dessus.
Et j'ai rejoint le loisir tout à l'heure. D'où, si vous voulez, ces choses que vous voyez, des adultes déjà âgés qui sont quand même un peu restés sur tout est ouvert ou tout est possible. Je dis pas ceux qui gratouillent la guitare avec la couette, etc., ou la moto, le blouson, ça fait partie un peu des modes, des cultures, etc. Mais la grande difficulté, même aujourd'hui, quand vous regardez les divorces, à 60 ans, 70, dans le village, j'en ai connu beaucoup de gens qui étaient en 30 ans, tout le monde a divorcé. Tout est possible. Ce qu'on aurait appelé autrefois une culture adolescente, non pas qu'on ne pouvait pas se permettre, mais c'était de la transgression. Et puis on vivait avec ça. Là, c'est différent. C'est après tout, pourquoi pas, j'expérimente jusqu'au bout et voilà. Donc, voilà donc ce deuxième moment extrêmement important. Qu'est-ce qui s'est passé autre moment? Cette contre-culture qui a eu à un moment donné une dynamique contestataire, dans une logique de transgression correspondant, on peut être contre, etc., mais qui correspondait à quelque chose, puisque il y avait effectivement un certain pouvoir, certaines institutions qui tenaient la route, et je ne nie pas les effets de débureaucratisation que ça a pu avoir, loin de là. Mais enfin, on est passé à autre chose dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment sous Mitterrand, parce qu'il faut partir de là. Ce que j'ai appelé le gauchisme culturel, qui est très lié à l'héritage impossible de mai 68, a été, à un moment donné, institutionnalisé, je dirais pas comme culture officielle, mais presque. Comme culture, on va dire, dominante et qui va devenir hégémonique. À quel moment? À un moment où la doctrine socialiste, la doctrine de gauche est déjà en morceaux. La victoire politique de Mitterrand a lieu sur un tissu sociétal depuis 68 qui a commencé totalement à changer. On a la crise du communisme qui va arriver dans déjà fin 70. Mais derrière la crise du communisme, c'est aussi, d'une certaine façon, la crise du socialisme, dans la représentation de l'histoire avec un sujet historique central qui s'appelle la classe ouvrière, avec l'appropriation collective des moyens de production, avec un certain type de rapport au marché, avec un certain type d'individu qui n'est plus le même. Donc victoire politique sur un terrain sociétal qui a été considérablement bousculé. Et changement de politique économique en 83-84. Non assumé. On change tout en changeant, sans changeant vraiment. D'ailleurs, ça n'arrête pas. Un coup en avant, un coup en arrière. Mais j'aime le changement qui fait bouger les lignes. Je reprends l'expression, cette fameuse interview de Mitterrand dans Libération. Et il y a un moment où, je me rappelle à la télévision, Mitterrand commence à faire brancher, à parler branché. Et c'est le même moment où un certain nombre d'anciens 68ards pénètrent l'appareil du Parti Socialiste, sans d'ailleurs avoir bien compris ce qui leur arrive, c'est-à-dire avec l'avantage un peu des trotskistes. Les trotskistes par rapport à d'autres groupuscules se considéraient toujours comme un peu vaccinés, puisqu'ils étaient anti-staliniens, sauf qu'ils étaient bolcheviques et léninistes. Et que pour moi, le totalitarisme, il commence pas à Staline. Bon, à part ça, mais ça permet, si vous voulez, d'arriver en bonne conscience, etc. Bon. Et ça pénétrait quand même à Paris, avec d'ailleurs des contradictions à l'intérieur du PS par rapport à des gens qui avaient une culture plus étatique, si vous voulez, hein, et avec Mitterrand jouant habilement sur les uns ou sur les autres, bon, un politicien. Je vais prendre qu'un exemple de cette institutionnalisation de la culture en voyant le changement à travers langue. On va prendre l'art contemporain, pour prendre un exemple. L'art contemporain, très bien, on peut être pour, mais il existait avant dans la société, dans les musées, pas dans les musées, dans les galeries. L'ordre privé, très bien. Bon, il y avait plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il a été institutionnalisé. On a fabriqué, alors je n'ai pas le terme exact de l'institution dans toutes les régions, des fonds pour aider l'art contemporain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas citer quelques exemples, je pense à ma commune où il y a des espèces de tuyaux plastiques qui sont près d'anciens trucs, où les enfants des écoles, dans les sorties, vont noter l'art contemporain. Bon, cette institutionnalisation a donné une légitimité qu'on n'aurait pas eue, à mon avis, sans cette institutionnalisation-là. Hein. Il serait resté, très bien, on aurait discuté comme il y avait plein de choses, bon. Et aujourd'hui, c'est dans les écoles. Aujourd'hui, on va prendre des notes. On fait prendre des notes aux enfants. J'ai en tête aussi une anecdote, excusez-moi pour les anecdotes, à Avignon, il y a 2 ans, je fais une conférence et je discutais avec des gens. Il y avait une exposition dans les anciennes prisons d'Avignon. Il y avait 2 types de réactions. Il y avait une dame
qui est allé voir. Alors, il paraît qu'on regardait par le trou des anciennes cellules et il y avait des espèces d'œuvres assez bizarroïdes. Il dit, oh là, j'ai regardé, j'ai pas bien compris, il va falloir que j'y retourne. C'était pour essayer de comprendre. Parce qu'on joue sur quoi? On joue sur l'espèce de l'institution, le prestige que donne l'institution. C'est tout. Et à côté de ça, il y avait une dame, moi j'y vais plus, c'est n'importe comment, c'est complètement débile. Vous aviez les deux réactions, si vous voulez. Hein. Et on nous prend pour des cons, quoi. Il y avait les deux. Là, il y a des fractures, si vous voulez. Parce que ça continue. Je ne vous citerai pour montrer, alors ça c'est l'art contemporain, mais le bouleversement qui s'est opéré dans la culture. À ce moment-là, je ne prendrai qu'une citation, si je la retrouve, que je cite dans mon livre, le changement de paradigme, quand même le renversement entre la conception Malraux de la culture et la conception langue. Alors, je vais vous trouver, parce que c'est très simple, il suffit de... Je vous rappellerai en 59 le décret fondateur du ministère des Affaires culturelles, Malraux. La mission de ce ministère est de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible des Français. D'ailleurs, ça s'inscrit dans une logique qui n'est pas si éloignée de celle du Front populaire. Et je dirais, y compris à l'intérieur de la gauche, une conception où ça passe par les œuvres et la diffusion des œuvres, y compris pour les couches populaires. Hein. Et là, je parle évidemment dans mon livre de Jean Vilar et j'explique comment mai 68, Festival d'Avignon, on est passé de Jean Vilar, théâtre populaire, au happening, totalement déstructurant. Et y compris jusqu'au Festival d'Avignon avec quelques soubresauts il n'y a pas longtemps, les gens en avaient marre, quoi. Mais là on a poussé la logique jusqu'au bout, si vous voulez. Hein. Et alors je vous citais Malraux et les œuvres, et je vous cite en 82, la première des missions du ministère chargé de la culture se décrit de la façon suivante: permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leur talent et de recevoir la formation artistique de leur choix. On a totalement renversé la perspective. C'est-à-dire, on est passé de la primauté de l'œuvre à la primauté de l'individu dans la réalisation de ses désirs, ce qui va nous donner des choses extraordinaires à l'école, j'en parle beaucoup, où tous les enfants, du moment qu'ils ne sont pas réprimés par l'ancienne éducation, sont potentiellement créateurs et des génies un peu méconnus. Et donc, il faut les placer au centre. Je cite souvent, moi j'ai eu des enfants aux écoles avec les... On sait très bien, si vous voulez, ils dessinent, on expose les œuvres, les parents sont là, ravis, regardent, etc. Bon, c'est vrai que dans l'ancien monde, on aurait appelé ça des gribouillis. Cela dit, je ne suis pas contre, bien évidemment, que ces enfants s'expriment. Surtout que ça leur fait du bien et ça fait partie, si vous voulez, du développement. Ça, c'est pas un problème pour moi. C'est la part qu'on leur donne. Et on va placer les enfants, une petite parenthèse, dans des situations, et des jeunes, dans des situations totalement paradoxales. Vous êtes des génies inconnus, vous êtes au centre, vous devez parler, vous exprimer, on va vous aider à parler. Et donc, allez-y, hein, vous devez être autonome. Et puis ils arrivent dans une société, autonomie, il n'y a pas de boulot déjà. Il n'y a pas de boulot, mais on leur a appris à parler. Il n'y a pas de boulot. Et puis, même dans leur éducation, on leur dit, soyez autonomes, on va monter les enfants. Je prends souvent l'exemple des parlements des enfants. C'est pas les enfants qui sont en question, c'est pas les jeunes. C'est les adultes et le regard nouveau porté par les adultes sur les jeunes qui les placent dans des positions impossibles. Ils leur disent, vous êtes génial, et moi j'ai en tête un ouvrage d'un homme politique préfaçant le Parlement des enfants, disant tout simplement que c'est vraiment, quand on les écoute, c'est merveilleux, ils sont d'une authenticité, un homme politique, hein, un homme d'État, disant ça. D'ailleurs, ils ont formulé des propositions qui vont très loin. Alors les propositions, c'est quoi? L'écologie, pas fumer, enfin tous les trucs que vous entendez dans l'air du temps, si vous voulez. Mais bon, évidemment, ça rejoint l'air du temps, donc comme ils sont créateurs. En gros, les adultes projettent sur les jeunes l'image de l'autonomie et du citoyen qu'ils ont. Vous ne comprenez rien à la télévision avec ce qui se passe si vous ne prenez pas en compte ça dans la façon dont on tend le micro. J'ai beaucoup de respect pour les représentants syndicaux des lycéens et des lycéennes, mais j'avoue que j'ai quand même quelques difficultés quand on vous donne des leçons à propos du patronat qui vous exploite et que... J'ai du mal, si vous voulez. Et je suis quand même un peu sidéré. C'est pas les jeunes, c'est pas les jeunes. C'est qu'on les prend pour des adultes, et dès que t'es petit, il est déjà grand. Qu'est-ce qui va se passer quand vous éduquez les gens comme ça? Eh bien, vous fabriquez ce qu'on appelait antérieurement des adultes mal finis. C'est-à-dire des gens
qui n'ont pas connu l'insouciance de l'enfance, puisque dès qu'on est petit, on doit être grand, citoyen, autonome et responsable. Il y a même des gens pour vous aider à ça. C'est incroyable. On n'a jamais autant décrété l'autonomie des enfants de tout le monde, on n'a jamais eu autant de spécialistes de l'autonomie pour vous aider à avoir l'autonomie. C'est bon. Et vous avez ça, l'enfance, l'adolescence. L'adolescence, alors c'est en même temps ultra valorisé. Hein, mais attention, c'est quand même interdit en même temps. C'est-à-dire, il y a une espèce de paradoxe qui, dans l'ancien monde, enfin je prends l'exemple, on acceptait qu'il faut que jeunesse se passe. Ça veut dire qu'il y avait une conception de la condition humaine où l'homme n'est pas naturellement bon, où il y a une période dans la vie où il est confronté aussi à ses pulsions internes, et qu'il faut le laisser d'une certaine façon, sous le regard bienveillant, ou répressif aussi, de la collectivité, exprimer ça. Parce que s'il ne passe pas par cette phase-là, ça sera pire ensuite. Ça sera pire ensuite. C'était ça, je dirais, un sens commun, une sagesse populaire qui existait et qui n'avait pas besoin de se référer à la psychanalyse, pour autant. Bon. Aujourd'hui, cette période de l'adolescente, elle est terrible, puisque c'est un peu soit rebelle, vous voyez, soit rebelle, soit révolté. Prenons par exemple, et j'ai en tête ce poème de Prévert, Le Cancre. Ah oui, moi, le cancre n'était pas enseigné à l'école. On pouvait le lire comme ça, mais c'était pas... Imaginez-vous, par exemple, que le cancre fasse partie des nouvelles normes éducatives. Il n'écoute pas le professeur, mais il regarde par la fenêtre, et ça, c'est formidable. Imaginez ça. Est-ce qu'on en est si loin? Bon, pas trop. Je pense pas. Donc, il y a un renversement complet. Pourquoi je suis parti de ça? Je suis parti de cette espèce de... Il faut que les individus expriment cette créativité. D'où, d'ailleurs... qu'est-ce qui va distinguer les œuvres, pour revenir sur la question artistique? Je suis très frappé aussi par une capacité, les chefs d'entreprise ont affaire à ça d'une façon, de tchatch, de capacité de parler. Et de parler assez bien, longuement, un peu fouillis mais quand même, de tout ce qu'ils peuvent faire, ou de tout ce qu'ils ont fait. Si je prends certains artistes à la télévision, c'est assez étonnant, quoi. Vous avez l'impression de... Et puis vous voyez ce qui arrive. On ne montre pas l'œuvre. On passe plus de temps à présenter les tenants, les aboutissants, les réflexions qui entourent l'objet. Et vous voyez l'objet, vous dites, mais attendez, il y a quand même une légère disproportion entre le discours tenu sur ce qu'on a fait, ce qu'on est capable de faire ou sur l'œuvre, et le discours, oui, mais ça vient de quoi? Le terreau éducatif, excusez-moi, a joué un rôle. Pas simplement, voilà. Je terminerai sur une nouvelle forme de spiritualité diffuse très rapidement, et puis on pourrait parler de la reconstruction, parce que mon propos paraît très pessimiste, mais il n'est pas tant que ça. J'ai parlé dans mon livre des nouvelles formes de spiritualité diffuse, j'en avais un peu parlé dans le village. Pour dire les choses, il faut partir du nouvel individualisme. Et il faut partir peut-être même avant du fondamentalisme et du retour de ce qu'on appelle le traditionnalisme. Quand on parle des religions, on a ça en tête, et il existe. On parle évidemment en forme extrême, le fondamentalisme musulman, avec ce qu'il y a de fanatisme et de terrorisme. Mais, à côté de ça, alors c'est pas les mêmes catégories sociales, vous avez autre chose que ce que j'appelle, qui n'est pas dans les religions instituées avec ce retour-là, qui font partie des religiosités. C'est pas une religion constituée, c'est des religiosités diffuses. Bon. Comment les comprendre? Alors, pour me faire... Je vais partir de deux traits de l'individualisme contemporain. L'individualisme est toujours soumis à des sollicitations de la performance, c'est-à-dire de la performance sans faille dans tous les domaines. Dans l'entreprise, dans son activité, d'ailleurs une suractivité, le nez dans le guidon, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, etc. Vous avez des tas d'outils d'évaluation pour vous évaluer vos performances, autonomie, enfin tout, il y a tout, et ça commence à l'école, très tôt, très tôt. En même temps, bon, alors vous avez ça. Donc ce que j'ai appelé, notamment dans un certain courant du management, pas le tout management, l'image de la performance sans faille. Et l'individu est amené à ça. Ça, c'est le premier aspect de l'individu. Mais vous avez l'autre face complémentaire. Se vider la tête. Être bien dans son corps et dans sa tête, avec un rapport, je dirais, réconcilié avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Et vous avez, sur ces deux bases-là, un marché de la spiritualité diffuse qui répond à ces deux demandes. D'un côté, le développement personnel. Vous allez dans une librairie rayon sciences humaines, ça s'appelle encore un peu comme ça, mais les tables sont occupées par des choses tout à fait qui n'existaient pas il y a 30 ans, bon très bien. Spiritualité diffuse, avec
la psychanalyse est complètement dépassée, hein. C'est du comportementalisme behavioriste très... Et vous avez ça dans tous les hebdomadaires quand vous partez en vacances, avec les performances des amis, y compris leurs performances sexuelles, enfin, tous les magazines, vous avez tout partout. Bon. Et vous avez des outils qui sont développés pour ça. Moi, j'en ai examiné un, notamment, je sais plus comment c'est, le dernier à la mode, où j'ai été frappé, y compris de voir des religieux fascinés par cette chose, religieux. Pourquoi ? Parce qu'on vous donne les clés de la connaissance de vous-même. Vous avez l'outil qui va vous ouvrir Et ça, c'est fascinant pour l'individu autocentré. C'est quand même, il va se connaître, il va connaître sa personnalité, il va pouvoir s'évaluer. Bon. Et puis, il va pouvoir être un peu à l'optimum s'il suit ça, en ayant conscience de ses aspects positifs. Je passe l'énagramme. Voilà, je l'ai détaillé, j'ai dû réduire, j'avais écrit un chapitre entier là-dessus. Alors, avec des aspects assez bizarres et qui sont quand même de religiosité qui dit pas son nom. Et à côté de ça, vous avez, alors là, ça a encore pris encore plus important, les formes de néo-religiosité néo-bouddhiste, appelons-les néo-bouddhistes pour faire très court, avec aujourd'hui, alors il y a plusieurs modes, mais c'est toujours le même modèle. Aujourd'hui, c'est la méditation avec une concurrence sur le marché entre la méditation de la pleine conscience et la méditation de la bienveillante, avec Mathieu Ricard, la bienveillance c'est parler aux autres, dans la filiation du Dalai Lama, j'ai beaucoup le Dalai Lama, et de l'autre côté la méditation de la pleine conscience qui vient d'un Américain qui a fondé une clinique sur le stress, enfin bon, vous verrez ça dans mon livre, et ce qui me fera beaucoup, ça fait partie du contrepoint, j'allais dire, de décompression énergétique, si j'ose dire, vous voyez, par rapport à la compression énergétique de la recherche de la performance. Et vous pouvez passer sans arrêt de l'un à l'autre. Le top manager des grands groupes pratique la méditation. D'ailleurs, moi je vais vous dire, je n'ai rien contre. Et on va vous dire, ça peut faire du bien, j'en suis tout à fait persuadé, c'est comme les médecines douces, etc. Ça n'est pas le problème. Là où ça commence à devenir un peu problématique, c'est quand on vous dit, ça là n'a rien à voir avec les spiritualités. Voilà, on va parler de spiritualité laïque. D'ailleurs, l'avantage du bouddhisme, je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de transcendance. Et en plus, c'est un travail d'introspection sur soi-même. Alors, je viendrai sur les ruptures que ça représente par rapport à notre héritage, parce qu'ils sont énormes, mine de rien, énormes. Et puis, voilà une première entrée. Deuxième entrée, c'est l'écologie fondamentaliste, non pas l'écologie. J'ai pris le personnage de Pierre Rabhi. Ça m'a beaucoup étonné. Écoutez, je n'ai rien contre la stratégie du colibri. Nous la pratiquons tous d'une certaine façon. Mais je dois dire, ce que je n'ai pas compris en lisant Pierre Rabhi, c'est que des choses étaient dites et qui n'avaient pas été dites d'un méli-mélo, un prêchi-prêcha mystico-panthéiste. D'ailleurs, une chose que j'ai pas compris, il y a beaucoup de critiques, je sais pas si j'ai la citation à propos de la terre, le sacré, les valeurs de la terre. Je suis frappé qu'on critique beaucoup Pétain pour un rien, vous êtes accusé de pétainisme. Mais il y a des formules, je ne dirais pas seule la terre ne ment pas, mais il y a quand même des formules sur la terre, sa valeur de sérénité, etc., qui moi, personnellement, ça n'engage que moi, bien évidemment, m'ont fait penser un peu à ça. Mais non. Et, en plus de ça, ce qu'on appelait antérieurement des formes de paganisme, il n'y a pas d'autre mot, les peuples premiers, ça peut aller très loin. Le sentiment d'un rapport à l'univers où l'important c'est de sentir good vibration, des bonnes vibrations, si vous voulez, hein, et ces bonnes vibrations sont liées avec un sentiment d'amour universel qui traverse tous les êtres. D'ailleurs, j'étais avec ma petite fille, voir le dernier film de Star Wars. Et j'ai regretté, je vous assure, j'ai regretté, j'étais en train de finir d'écrire mon livre, parce que j'ai écrit à la fin, et je vois, à un moment donné, parler de cette énergie de l'univers qui est une énergie d'amour contre les forces du mal. J'ai dit, mais on dirait du Pierre Rabhi. Je dis pas que c'est évidemment la même chose, mais je vous assure que moi ça m'a rappelé bien. Alors, je ne veux absolument pas remettre en cause, parce que j'estime que c'est quelqu'un qui est honorable par la cohérence. Enfin, par la cohérence. Il habite l'Ardèche, il y a beaucoup de gens, des politiques et beaucoup de showbiz vont le voir comme un sage, c'est un peu le Gandhi, vous pouvez pas attaquer Gandhi. Et puis, bon, c'est vrai qu'il est gentil, enfin, il a l'air si gentil, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est pacifique, qui développe l'amour. Alors, il y a beaucoup de colloques, il est avec Mathieu Ricard, qui lui montre que la méditation avec plein de choses sur la tête, c'est lié à la science, donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose
c'est quand même du grand Méli-Mélo, si vous voulez. Hein. C'est quand même du grand Prêchi-Prêcha Méli-Mélo. Mais, pourquoi ça marche? Eh bien, parce que ça a l'avantage, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'église, il n'y a pas besoin d'exégèse. Vous n'allez pas vous casser les pieds à interpréter les textes, avec en plus, il faudra remonter dans la tradition. Là, vous pouvez vous brancher direct. Donc, non, mais je pense que ça joue beaucoup, ça. Excusez-moi, on en rit. J'en suis content de voir que dans cette assemblée, on en rit, parce que je peux vous dire que dans d'autres, on n'en rit pas. Et à chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un qui... Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon. Mais comment on peut comprendre cette chose? Mais en plus, moi j'ai lu, si vous voulez, Pierre Rabhi, il se réfère à quelqu'un que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Krishnamurti. Alors je vais pas vous faire l'histoire de Krishnamurti, avec les religions qui viennent de loin des années 70, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a un point de Krishnamurti qui est retenu. Si vous lisez les évangiles, il faut surtout mettre de côté tout ce que vous avez vu. C'est vous, avec l'évangile, et se laisser porter par le texte, et vous sentez quelque chose. Non, mais il le dit, j'en parle dans mon livre très explicitement, hein, je ne veux absolument pas déformer, j'ai beaucoup travaillé dessus, et j'ai dit, mais ça c'est tout à fait la sensibilité de l'individualisme contemporain. Les effusions sentimentales, et tout ça monte direct avec l'universel. Dans l'islam, j'ai beaucoup de respect pour Bidar, le courage qu'il a par rapport à... Mais j'ai lu aussi des choses extraordinaires. Parce que vous avez la version islam dogmatique traditionnelle, vous en avez une autre qui, à mon avis, concerne pas les mêmes couches. Le soufisme. Là aussi, vous pouvez vous brancher direct. Et d'ailleurs, un syncrétisme nouveau, constatons-le, où finalement Jésus, Bouddha, Mahomet, tout ça, je dirais pas que c'est du pareil au même, mais derrière, il y a n'importe comment, il n'y a qu'une seule divinité, un seul Dieu, etc. Et si tous les gars du monde pouvaient se donner la main et trouver la fraternité, ça fait, comme on disait, je ne sais plus quelle était la chanson à l'époque, mais il y a ça, la montée vers l'universel. Il est dans ces spiritualités diffuses. Il est dedans. Hein. Et donc, ce nouveau syncrétisme je dois dire que, par exemple, concernant l'Église catholique, j'ai su qu'il y avait une grande cérémonie à propos de la Vierge Marie, entre catholiques d'ailleurs dans une église. Je dois dire, ça m'a un peu étonné, parce que de ce que je connais du Coran et de ce que je connais de l'Évangile, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout, quoi. Hein, c'est pas la même histoire, c'est pas la... Eh bien, l'important, c'est la fraternité, si vous voulez, universelle. Et ça, ça fait partie de ce grand mélo. J'ai lu avec attention l'encyclique du pape sur l'écologie. Je dois dire qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais je me suis posé la question, en mettant ça en parallèle avec cette écologie fondamentaliste, notamment, j'ai appris que Nicolas Hulot avait préfacé avec je ne sais plus quel évêque, je considère qui, l'encyclique du pape, et qu'on l'a vu partout. Or, j'ai étudié un peu ce que dit Nicolas Hulot à propos des religions orientales. Il prend tout, quoi. L'hindouisme, un peu de bouddhisme, un peu de trucs. Teilhard de Chardin. Bon, il est plutôt de culture chrétienne, d'ailleurs, il affirme. Mais si vous voulez, c'est étonnant qu'on aille chercher quelqu'un comme Nicolas Hulot pour préfacer une encyclique du pape. Ça, c'est quelque chose assez nouveau dans ce méli-mélo fraternel, et c'est angélique. J'en ai terminé, je vais m'arrêter là parce que sinon j'en finirai pas. Et j'aurai quelques axes de reconstruction. Mon propos est pessimiste. Je pense fondamentalement que nous sommes peut-être à la fin d'un cycle historique, avec un problème. C'est un cycle historique qui n'en finit pas de finir, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression de toucher le fond, que ça se décompose, mais arrive quelque chose qui nous... C'est pas possible. Ben si, c'est toujours quelque chose de possible. Et pour moi, c'est un signe de décomposition, que l'hégémonie de la contre-culture, disons, l'héritage impossible de mai 68, je parle bien d'héritage impossible, a été vraiment hégémonique dans les années 80-90. Il y a une brèche aujourd'hui qui est quand même forte. La parole, c'est quand même globalement libéré. Il y a des associations qui veillent au grain, d'accord, mais enfin... On n'est pas dans le même contexte tout à fait. Donc on voit tout ça en décomposition. Hein. Et ce n'est pas parce que c'est en train de finir que ce qui va succéder sera nécessairement bien. Je pense que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est le chaos. Et je dirais avec des formes étranges de retour de choses anciennes que je n'aurais pas cru voir.
y compris, je comprends la réaction des catholiques, je pense à Béziers, au moment de la corrida, des messes, des choses, mais plus que ça, parce que ça peut se comprendre peut-être, mais je pense à la bague de Jeanne d'Arc, le retour de la bague de... Je suis allé voir la vidéo, si je comprends, Jeanne d'Arc, faut regarder, c'est assez étonnant, parce que c'est ce que j'appelle le spectacle, les fêtes du patrimoine animé dans mon livre, parce que je distingue les fêtes de la transgression socialement assistée, les fêtes du patrimoine animé, les écologistes. Et, alors je comprends qu'on soit attaché à Jeanne d'Arc, mais c'est une drôle de chose où des gens s'habillent, truc du Moyen-Âge, avec des chevaliers, très bien, une rangée de Saint-Cyriens, Saint-Clair, et derrière les poilus de 14. Ça donne un spectacle animé un peu à la Puy-Fou, avec un discours, voulez-vous qu'on rende la bague aux Anglais? Non, non. Si vous voulez, comment vous dire, moi je suis pas contre ça, c'est pas bon. Mais l'idée qu'il serait possible de revenir en arrière par rapport à ce qu'on a dit n'est pas possible. Tout le problème, c'est ce qu'on construit maintenant. Et alors l'idée que j'ai, c'est qu'on ne construira pas, je ne crois pas du tout à une construction d'avenir, sans rapport à l'héritage au passé. Ça, je n'y crois pas. Et je pense qu'on a un aspect tout à fait positif, nouveau, qui fait que comme il y a rupture dans la tradition, ce qui fait quand même la modernité, ce qui fait aussi cette période particulière de décomposition, on peut relire notre héritage avec un œil neuf. Et je suis persuadé qu'on peut faire le pont, il y a une demande confuse des nouvelles générations. Mais encore faut-il assumer cette position claire et nette. Et de part, moi je me définis clairement comme un conservateur au sein de la modernité, pas dans la post-modernité. On pourrait discuter, et parce que la modernité, précisément, offre cet élément de regarder ce qui, dans notre héritage culturel et politique, peut nous aider à comprendre le présent, à construire l'avenir. Et ça veut dire discerner dans notre... Et je pense que on ne reconstruira pas quelque chose, c'est la condition de base culturelle pour moi, si on ne passe pas par cette relecture et cette réappropriation. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il y a quand même près d'un demi-siècle de bouleversement. Mais je crois que c'est la tâche qui, à mon avis, enfin, telle que je la vois, devrait pouvoir s'imposer, je dirais, aux élites, pas simplement aux élites bien, mais au sein aussi de tous ceux qui, dans la société, y compris les élites au sein du peuple, je veux dire, peuvent se fixer comme tâche de se réapproprier cet héritage, parce qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut pas échapper aujourd'hui à ce qui nous spécifie comme nation et comme civilisation. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à la mondialisation, pas simplement à la mondialisation économique, parce qu'on est confronté au flux des migrants, parce qu'on est confronté aux attentats islamiques. On ne peut pas rester dans la bulle hors de l'histoire. Mais pour pouvoir y rentrer, c'est avec quelle arme on y entre. Et ça, c'est véritablement, à mon avis, le défi d'aujourd'hui. Voilà, excusez-moi, je suis très long. Merci Jean-Pierre. Donc le débat est ouvert, c'est Christophe qui l'anime. Jean-François. En ce qui concerne la pénétration du gauchisme à gauche, vous avez marqué la rupture à partir des années 80, des années Mitterrand. Alors je pense qu'en réalité, le gauchisme a commencé à gagner la tradition socialiste et à la renverser complètement dès les années 70. En fait, quand le Parti socialiste se refonde à Épinay, une sorte de balcon de Sberg à l'envers, il y a une influence très grande à ce moment-là du premier PSU, le PSU du Malais France. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, c'est le deuxième PSU, le PSU, justement, 60 plus tard, qui va imprégner son influence dans le PS. Et le PS va évoluer et va renier la tradition socialiste. Prenons l'enseignement, par exemple. Bon, dans les années 60, Robert Verdier, qui avait été un des recouchoteurs du Parti socialiste de résistance, le bras droit de Léon Blum, dit c'est l'époque des années 60, la fin des années 60, du collège d'enseignement secondaire. Mais, dans les mêmes établissements, vous avez toujours les trois voies traditionnelles, qui existent toujours d'ailleurs en Allemagne. Bon. Et Verdier dit, mais très bien de faire des établissements uniques d'enseignement secondaire, mais
il ne faut pas mélanger tout le monde. Il faut reconnaître qu'il y a une inégalité des aptitudes intellectuelles, c'est comme ça, voilà. Bon. Et ensuite, alors le PS va être contre le génie dès le départ, la réforme fiscale, et puis ensuite il va en rajouter. Il va complètement changer. Et alors là, ça s'est fait. Donc dès avant 81, on sent l'influence. Bon, de même la délinquance et la criminalité, la délinquance. La tradition socialiste, elle n'est pas pour la délinquance. D'ailleurs, quand on voit par exemple un militant PSU, qui avait été communiste, anarchiste, s'appelle, je ne sais plus comment. Bon, et ça, la hantise des politiques dans les années 20-30, quand ils étaient en prison, parce qu'on a arrêté assez facilement, eh bien, c'était d'être avec les droits communs, les droits communs. Donc, il y avait une condamnation de la délinquance. Et après, le délinquant va devenir au contraire une victime de la société, et la victime du délinquant doit comprendre qu'il n'y a rien à dire. Bon, et je veux dire, sur beaucoup de plans comme ça commence dès avant 80, mais c'est effectivement encore peu présent. Après, ça va éclater. Juste une remarque sur ce point. Moi, je vous suis totalement. La question, c'est l'institutionnalisation de la contre-culture. À partir du moment où il y a l'État. Ah oui. Il n'y a pas l'État. Mais vous avez totalement raison. Mais à mon avis, ça pose le problème tout à fait intéressant du rôle joué par la deuxième gauche dans la deuxième gauche, dans la transmission et la pacification du gauchisme. Mais pacification, mais les thèmes sont là. C'est-à-dire, ce n'est plus le modèle rupture révolutionnaire, c'est la transformation des mentalités par la pédagogie, la culture, et par un certain nombre de thèmes qui vont finir par pénétrer. Avec l'idée, d'ailleurs, de la deuxième gauche à l'époque, c'est qu'elle allait maîtriser 68. C'est-à-dire, là où il y avait des gauchistes extrêmes, elle allait pouvoir transformer ça en objectif opérationnel, si j'ose dire. Avec des aspects de la CFDT, d'ailleurs, dans la démocratie, dans l'entreprise, qui n'étaient pas forcément inintéressants. Mais c'est toute l'ancienne culture. Bloom, enfin ce que vous dites, il faut relire Bloom. Quel est le rapport entre Bloom, enfin bon, on est là aux antipodes. Hein. Et son discours en 1920, Conseil national de la SFIO, sur l'enseignement, alors quand on fait dire ça à des gens d'aujourd'hui, et les deux pièces, alors ils vous disent c'est de Pétain, c'est de... Oui, non, mais vous pourriez prendre moi je vous suis tout à fait... Mais ce qui s'est passé en 81, c'est aussi l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération post-68 tarde. Mais un des problèmes, c'est que cette génération va occuper les postes de la communication, qui était formée d'ailleurs de la radio, de la télévision et de l'édition. Là, on va avoir une hégémonie. Ce qui restait une espèce de contre-culture a commencé à pénétrer. Vous prenez le féminisme, par exemple. Enfin, parlons d'idéologie féministe plus que du féminisme, parce que moi je me sens, si vous voulez, féministe sur un certain nombre d'aspects. Mais ça a commencé, c'est parti des groupuscules gauchistes, ça a pénétré les syndicats, je me rappelle, la CFDT a été relais plus pacifié, ça finit par pénétrer l'ensemble. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, au moment où le socialisme est déjà en morceaux, d'une certaine façon, l'ancien socialisme, c'est cette culture qui va être absolument, va devenir hégémonique, et d'ailleurs va finir par pénétrer une partie de la droite. Ça va inhiber le tissu sociétal de la société, et la droite va finir par suivre, quoi. Oui, il y a un point qui me paraît assez déterminant et dont vous n'avez pas parlé, c'est le rapport à la guerre. Oui. Dans l'évolution sociale que vous avez décrite, le fait que la société ne soit plus mobilisée en vue d'une guerre, à partir de 1962, du contingent d'Algérie, mise à l'abri de la France, sanctuarisation par la dissuasion, qui était absolument nécessaire, bien sûr, mais ça a donné justement l'idée qu'on n'avait plus besoin de service militaire, l'idée qu'on a d'ailleurs, nous avons défendue. Sur le plan de la défense nationale, c'était effectivement le cas, mais il y a eu cette idée que la société n'avait plus du tout de rapport donc à la guerre, à la mort, au conflit,
déterminants, etc., qui se prolongent jusqu'à maintenant, puisque même quand nous avons recommencé à faire des guerres, ce sont en général des guerres qu'on a vues à la télévision. La participation a été uniquement ou presque uniquement par le média télévisé, ou alors très largement ignorée par la télévision, comme la guerre en Afghanistan. Et avec d'ailleurs, du côté du pouvoir politique, une privatisation des morts à la guerre, des morts pour la France, qui ont été considérés comme des gens qui avaient perdu la vie dans un accident de bus, etc. Bon, l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan, Jean-Dominique Merchet nous avait fait un exposé sur le sujet. Évidemment, on a traité les morts pour la France comme des pauvres victimes d'un accident d'autobus. De même qu'il n'y a pas longtemps, on a traité les victimes d'un accident d'autobus comme des martyrs on ne sait quelle cause. Donc il y a un chamboulement du rapport à la mort en opération militaire, et dans la société, il y a une mise à distance, à part le terrorisme, mais le terrorisme, c'est une autre logique que la guerre, qui implique une mobilisation de la société et puis un embrigadement des soldats pour des opérations. Donc on n'a plus ce rapport, ce qui fait que la société, pour la première fois dans l'histoire en fait, la société ne se pense plus en fonction d'une guerre possible. Oui, oui. Enfin que nous aurions tous à affronter par la mobilisation. Oui, oui, mais là ça commence un peu aussi cette idée. Ça commence à changer. Et non, vous avez tout à fait raison, notamment sur les années 60, la dernière c'est la guerre d'Algérie, avec l'idée, avec le bouclier de la dissuasion nucléaire, et donc une espèce de sanctuaire, mais qui allait de pair d'ailleurs avec la société de consommation de loisirs. Et à mon avis, le problème de la sortie de l'histoire, il faut que vous regardez ce que j'appelle la sortie de l'histoire, c'est-à-dire des pays, des sociétés qui se disent, on peut sortir de l'histoire, on peut vivre dans une espèce de bulle qui s'est construite progressivement, à l'abri de l'histoire, mais l'histoire suppose du tragique, conception traditionnelle, du tragique de l'histoire. Et d'ailleurs, on ne cherche plus tellement à peser, on est bien. Et d'une certaine façon, l'Europe s'est construite sur quel modèle? Un peu la même, c'est le même bulle, si vous voulez. Là, sauf que ça fonctionne plus maintenant. Deuxième aspect aussi, sur le rapport à la mort. Là, j'en ai pas trop parlé. Enfin, j'en parle un peu. Il y avait un rapport à la mort, au-delà même de la guerre, c'est le problème dans l'ancien monde, d'un rapport de proximité beaucoup plus grand, la mort. Parce que d'abord, il n'y avait pas le même prolongement d'âge de la vie, et donc vous pouviez, et l'institution familiale, enfin la famille permettait pour un enfant, je vais prendre mon cas, etc., d'assister, de voir perdre soit ses frères, soit ses grands-parents, etc. Là, ça devient beaucoup plus délicat. C'est-à-dire, on n'a pas du tout le même rapport. Il y a une espèce d'évacuation. Je dirais que dans la société moderne, je ne l'ai pas traité, j'avais un peu traité dans le village, il y a une évacuation de tout ce qui est tragique, en fait. Je pense que c'est relié à une conception de la condition humaine. Je dirais pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde peut être autonome et créatrice, il n'y a pas de tragique, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de conflit, tout le monde est gagnant-gagnant. Mais cette idéologie-là, si je la prenais comme ça, elle est venue sur une période à peu près d'un demi-siècle. Et pour moi, la question centrale, c'est le tragique. Mais les spiritualités diffuses, dont je vous parle, ils ont quoi comme caractéristique? De sortir de l'histoire et du tragique. Et de dire, on vous offre les moyens de ne plus souffrir. La souffrance, on vous donne le bouddhisme, c'est ça quand même, la condition humaine, c'est la souffrance, les animaux, etc. On vous offre les moyens de... C'est-à-dire que, en douceur, c'est là où je parle d'une espèce de glissement de terrain anthropologique, individuel et social, ce qui formait notre héritage, même dans la religion, les religions de l'histoire, la religion juive, la religion chrétienne, c'est quand même des religions de l'histoire, de l'engagement dans les désordres du monde, dans l'enchevêtrement, dans le christianisme, du bien et du mal, du péché originel, je prendrai le modèle républicain, tout ça, eh bien, vous avez un problème, vous vous sentez mal, il faut que je fasse un travail d'introspection sur vous-même,
parce que pour effacer les pensées parasites, enfin bon, je ne vais pas en reprendre le Dalai Lama, tous les bouquins, 200-300 000 exemplaires, c'est le bonheur à la fin de la souffrance. Et je vous signale, c'est 200 ou 300 000 exemplaires. C'est incroyable, j'ai regardé les chiffres, ça. Alors, est-ce que les gens marchent dedans, ils essayent, ils recommencent, bon, ça c'est autre chose. Mais le point central de tout ça, c'est la sortie de l'histoire. Et l'Europe s'est construite sur la sortie de l'histoire. Et le problème, c'est qu'on en arrive au bout, ça peut plus marcher. Alors, est-ce qu'on a le courage de dire il faut qu'on se réinsère dans l'histoire? Ça veut dire qu'on va heurter une partie de la sensibilité démocratique. Une partie de... On le voit. Alors que, bon... Jean-Marie. Oui, j'ai beaucoup aimé votre évocation de Pierre Rabhi. Il se trouve que dans un cadre extrêmement officiel, il s'agissait de l'UNESCO. Ah ouais. J'avais été comme soir invité comme correspondant d'établissement une réunion. Et un soir, entre 21h et 23h, sans doute avec moi convenu qu'on soit avec des études pour profiter du lieu du personnage, nous avons une militante des colibris qui est venue. Alors les colibris, il faut faire le mot colibri. C'est très bon conte pour enfants, mais si vous avez un petit enfant qui n'allait pas dormir, vous ne savez pas, il y a un incendie dans la forêt. Les animaux sont évoqués, et il y a un petit colibri qui nous a raconté qui arrive, il a une petite goutte d'eau, et il amène sa petite goutte d'eau sur l'incendie. Et lui, il compare chose d'animal avec une goutte d'eau, et ben non, c'est une fraise. Et avez-vous vous-même fait ce que vous pouviez pour une année? Comme si chacun... Alors voilà, et alors il y a un très grand moment quand chez moi, mais on a une jeune femme très, très souriante. Un peu, j'ai un peu l'image, la bonne sœur de gauche des années 70. Et qui arrive et qui me dit maintenant, c'est son discours, il me dit maintenant retournez-vous vers votre voisin. Voilà, moi c'était choisi. Demandez-vous quand est-ce que vous avez vu la dernière fois quelque chose de vous. Et avec ma voisine, on s'est regardé, on a éclaté de rire. Mais on était très mal vus. Attendez, mais... Et on était à l'UNESCO. Oui, mais ça n'est pas du tout. Les institutions... C'était deuxième élément sur le pédagogisme. Moi, quand j'étais en formation, je faisais un enseignement très technique. Ils sont tous mis. Arrière-cour, MJS, etc. Non. Il était interdit. Il est interdit. Je dis, je fais. Je fais comment? Parce que si vous faites, vous situez dans une situation où vous êtes ce qui sait. Et vous ne tenez pas suffisamment compte du fait que l'élève doit créer lui-même, c'est ça. Acteur de son propre changement. Exactement. Ce qui est d'ailleurs pas tellement schizophrénique, parce que par ailleurs, on nous met en place des programmes qu'il faut absolument respecter au doigt et à l'œil. C'est le petit poids sur la culture du pantalon à vos ordres en général. Et l'idée, le mot, y compris chez les gens de droite, excellent collègue, absolument admirable, qui je m'entends très bien, on ne transmet pas. Il y a ce merveilleux pédagogue qui nous a quittés pour un merveilleux as, c'est bien ça. On transmet. Un élève ne se trompe pas. Je comets une erreur, et cette erreur, bien sûr, m'interpelle et m'intéresse. Donc c'est une omnigatia. C'est la novlangue. Donc, et j'aurais, si vous permettez, pardon, je suis un peu long, cette question, est-ce que vous ne pensez pas aussi que des évolutions de notre société postmoderne, c'est aussi à travers les médias le prisme de la dérision systématique? Ah oui. Oui, bien sûr. Je ne dirais pas qui correspond à la culture, mais ça correspond à l'hégémonie de la culture adolescente. Voilà. Je veux dire, le problème, c'est qu'on arrive au bout. Écoutez, bon, on va prendre Charlie Hebdo. N'oubliez pas que Charlie Hebdo, avant les attentats, était en train de couler. Bon, là, ils ont une espèce de bulle absolument incroyable avec une dernière une qui est absolument à vomir. Enfin bon, je suis pas pour interdire Charlie Hebdo pour ça, mais je trouve ça absolument immonde. C'est les derniers attentats où est papa, où est maman, on répond avec des bouts de doigts. Enfin, Et si c'est la culture qu'on va opposer à l'islamisme, on est bien parti. Parce que c'est ça, je veux dire, hein, c'est ça qu'on nous dit. Voilà, la culture, c'est ça. C'est l'art contemporain, c'est ces trucs-là. C'est avec ça qu'on va résister. Mais et vous choisissez, hein, choisissez. C'est ça, Mais ce que vous dites, si vous voulez, oui, il y a des choses incroyables. Je pense que, moi je dis dans l'intro de mon bouquin, il y a des seuils qui ont été franchis,
mais y compris à l'intérieur d'institutions. Là, je parle quand même d'un truc assez comique, qui est la conférence sur le sommet de conscience. Où Ségolène Royal arrive à dire, fait un discours extraordinaire, en disant c'est extraordinaire, nous travaillons pour les générations futures, ça n'a jamais été fait dans l'humanité. Il y a Hollande qui définit qu'est-ce qu'une conscience, enfin, qu'est-ce que la conscience. Et puis alors après arrivent là je les cite, j'ai pris toute la liste des invités, c'est extraordinaire. Il y a le chaman de l'Amérique latine, il y a le bouddhiste, et puis alors arrive une sœur bouddhiste qui fait une séance de méditation et tous les participants, Nicolas Hulot, grand prêtre, etc. Malheureusement Schwarzenegger n'était pas là parce qu'il devait venir, mais il a laissé un message en vidéo, il était en train de tourner le dernier Terminator. Non mais j'invente rien. Et c'est politique, l'État, le président de la République, les ministres, parce que qu'ils fassent ça dans la société, si ça peut les amuser. Mais quand l'État, quand les politiques, quand l'élite, parce que c'est ça le problème. Parce qu'après tout, moi, tout ça, j'en fous, enfin. Mais non, mais c'est l'État. L'art contemporain, c'est pareil. Le problème, c'est ça. Et le moment particulier, c'est l'institutionnalisation de tout ça. Mais c'est le symptôme d'un vide en même temps. C'est-à-dire que c'est absolument énervant. Enfin, on est encore une partie de la population, rigole, dit ça suffit, une partie citée parce qu'ils sont impressionnés. Parce que c'est l'institution. Il y a quand même des gens qui ont encore dit, mais si ça vient d'en haut, ils doivent être quand même plus intelligents que nous. Il y a quand même l'idée, c'est des élites, etc. Donc ils s'écrasent. Mais je veux dire, la fracture, elle est terrible, si vous voulez. Elle est là. Bon, moi je dis souvent le bar des boules. Vous êtes au bar des boules avec les chasseurs, on sait pour qui ils votent, etc. Et puis à 50 mètres, vous avez la laiterie, l'ancienne laiterie transformée en ouvrage d'art d'exposition. Bon, vous avez deux mondes qui s'ignorent totalement, et vous avez qu'à regarder le résultat du vote. À quelle montée du Front National. Parce que tout ça se paye en même temps. Ce petit monde qui s'entretient dans l'entre-soi, si vous voulez. Bon, c'est gentil. Et qui n'arrête pas de dire attention, montez, ils jouent avec. Bon, vous avez le choix, l'extrême droite, le Front National, ou ceux-là. Mais ça s'alimente. Ça s'alimente. J'ai pris un exemple dans un interview que j'ai fait. Il y a une bande dessinée de Bilal. Alors moi, Bilal dans les années 70, vous voyez, je suis très ouvert et très moderne, qui s'appelait La ville qui n'existait pas. C'était un truc de science-fiction qui était extraordinaire. C'était dans un paysage industriel totalement ravagé, mais vraiment la misère, les hauts fourneaux, etc. Des maîtres des forges ou des patrons décident de construire une ville qui n'existait pas sous une cloche, comme ça. Une cloche. Et là-dedans, il n'y a que des fêtes, habillés en guignol, les enfants, le monde merveilleux, etc. Et vous quittez la bulle, traversez la bulle, mais avec des gens, il ne faut pas sortir de la bulle. Et vous retrouvez la misère industrielle. Je vais prendre Lille, que j'ai connue dans les années 70. Martine Aubry voulait en faire, elle veut en faire la capitale de l'art contemporain. Bon, c'est fascinant. Les ateliers du textile, on expose quoi? L'art contemporain. Toutes les anciennes entreprises, vous n'avez qu'à regarder d'ailleurs le passage tout à fait symbolique. Tout ce qui était industriel, travail manuel, c'est là où s'installent les artistes qui jusqu'à présent ont été payés. Sauf que maintenant, ça commence à remuer dans les brancards parce qu'il y a moins d'argent. Mais tout était subventionné. Bon. Et Martine Aubry, c'est pareil. Vous êtes dans l'île, c'est formidable, c'est rénové, c'est beau. Vous faites 20, 30, allez à Roubaix. Vous allez dans le Pas-de-Calais, 30 km. C'est exactement la ville qui n'existe pas. Et Paris, c'est ça. Je dirais même que la place, c'est quand même un peu ça. Je donnerai un deuxième exemple de Bilal, et je me terminerai que je l'ai trouvé extraordinaire. C'était quelqu'un qui était dans une capsule spatiale et qui revient à Paris après avoir été resté des années dans l'espace et qui reconnaît plus rien à Paris. Et il voit des slogans, enfin il y a une espèce de dictateur qui s'appelle Chou Blanc, je sais pas quoi, enfin bon. Et alors il voit des trucs sur les Mourabas, chou blanquistes, etc. Et puis des espèces de tracts et de choses, fascisme. Mais au lieu de dire abat fascistique, c'est-à-dire que même les mots sont complètement déformés. Abat fascistique. Et là, le fascisme, le fascisme, la montée du fascisme, on est dedans. Bon, je vais pas, on parle de fascisme, mais je me rappelle la mort de ce jeune qui s'était battu avec des skinheads, c'est pas. Enfin, c'était pour, il partageait le même appartement de vente privée de fringues de mode. Moi, je veux bien que ça soit la lutte contre le fascisme, style guerre d'Espagne, si vous voulez, mais il faut arrêter de se raconter des histoires. Je pense qu'on est dans une société une partie de la société tient à ça.
c'est ce que j'ai appelé dans ma conclusion la démocratie rêvée des anges. Mais on se tient chaud dans la démocratie rêvée des anges. Et on continue d'alimenter. Dès qu'il y a une brèche, on met le couvert. Sauf que les brèches, elles sont là. Elles sont là maintenant. Elles sont difficiles. On les contient plus, on ne sait pas comment faire. Mais ça continue quand même. C'est ça qui est effrayant. Oui. Donc, vous disiez, me semble-t-il, que vous avez une nouvelle spiritualité. Elle ne me semble pas très nouvelle, dans le sens qu'elle me semble très ancienne. Le taoïsme, Confucius, Lao Tzu, etc. Et que tous ces livres sont des best-sellers chez Nature et Découverte ou à la FNAC. J'en lis un d'ailleurs en ce moment, très intéressant, c'est comment cesser de râler. Ah, bah je crois qu'alors là, il faudrait que vous me fassiez. Alors donc, j'en ai lu un autre qui s'appelle Méditer jour après jour de Christophe André. C'est un. Je l'ai lu. Et donc, c'est pas si mal. Ah non, mais. Alors, non, mais si vous voulez que. Oui, je vous rejoindrai, mais ça ne peut pas faire de mal. c'est sur le bonheur, le Mathieu Ricard. Parce que la lucidité extrême qui est mauvais en soi, toutes ces techniques respiratoires, sophrologiques, Qigong, etc., permettent de supporter le monde affreux dans lequel on vit. Exactement. Ben, vous avez tout résumé, là. C'est une façon, en plus, pour les chefs d'entreprise, de faire supporter des trucs insupportables. Mais Hermann Hesse, déjà, s'intéressait à ça. Et Hesse est un auteur très lu dans la jeunesse américaine. Alors, il y a moins de catholiques, mais il y a une montée de l'intégrisme musulman. Et le besoin de transcendance est peut-être quand même important, de spiritualité. Même Mitterrand, à la fin de sa vie, a parlé des spiritualités. Et Sponville parle de la spiritualité laïque. Voilà. Oui, bah, le Dalai Lama parle aussi de ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, c'est une spiritualité laïque et à vocation exclusivement thérapeutique. Hein, c'est ça. Et c'est exactement le discours. Alors, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Christophe, Je vous donne la parole. la dernière. Justement, moi je m'intéresse à Podemos. À Podemos, il existe un cercle des spiritualités alternatives, justement. Ça m'étonne pas. Non, mais attendez, on est justement dans la traduction politique justement de ça. Et ce qui m'intéresse, moi c'est intéressant parce que ce que j'en retiens un petit peu, c'est que finalement ce parti politique, que j'ai un peu bien comprendre, c'est que c'est l'expression de ça finalement aussi, mais l'expression d'une revendication contre ça, c'est-à-dire une mobilisation citoyenne d'abstentionnistes, de gens qui veulent refaire de la politique, qui retrouvent un leader charismatique, une politique un petit peu ancienne, pas de politique sans leader. Je trouve que ce parti est aussi une manifestation de ce malaise. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes intéressé. Oui, mais non, mais ça m'intéresse. Mais je dirais une chose sur la spiritualité. Moi, je suis très frappé. Par exemple, j'ai regardé aussi. Et je sais pas, tout le monde est réuni. Y compris chez les catholiques, il peut y avoir un mélange tout à fait inédit, qui est très difficile à comprendre, entre des formes de traditionnalisme ancien et en même temps sur un individu postmoderne, assez branché et bon, Stremus, Keep Cool and Follow Jesus, c'est parémonial. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, ça m'a beaucoup frappé ce mélange à la fois de retour de tradition, de rite, et en même temps sur un individu qui je ne sais pas si vous avez vu les shows sur le Christ en croix, etc., sur la scène avec les enfants, comme on dit, avec des spectacles de danse, et hop, keep cool and follow Jesus. Ça résume assez bien. Donc, on a affaire à des choses totalement inédites dans le patchwork, si vous voulez, pour moi. Totalement inédites. Et on n'est pas fini d'être surpris. Enfin, on n'en est pas encore arrivé à l'Élysée. Mais par exemple, moi, on m'a donné quand il y avait les attentats, il y a un ami à moi qui travaillait dans l'administration. Et si vous êtes traumatisé, il proposait des stages de méditation. Et ça a beaucoup. Bon, alors je pourrais parler beaucoup de la méditation. J'ai pas trop le temps, mais vous l'avez bien assez résumé. Quand vous avez dit il y a des problèmes, il y a des désordres du monde, on a une situation qui est déplorable. Travaillez sur vous-même. D'accord ?
travailler sur vous-même. C'est à l'intérieur de soi. Il faut arriver à dégager les pensées parasites, pour arriver à une forme où vous allez pouvoir voir les choses avec une certaine forme de distance et de sérénité. Mais ce que vous dites sur le bouddhisme et sur le reste, la différence par rapport au bouddhisme, c'est que le terreau sociétal, culturel, en plus le bouddhisme tibétain, je vous renvoie à la vidéo où l'inauguration du temple près de Montpellier, ça vaut le coup. C'est Tintin au Tibet, où il y a Madame Sarkozy qui arrive avec Ramayad, avec des cordes, enfin c'est vraiment le truc, et avec des fleurs, et tout le monde est là en train de chanter, et c'est quand même les représentants de l'État. Bernard Kouchner arrive en retard. Bon, mais c'est assez ahurissant. C'est l'État. Que les gens fassent ce qu'ils veulent, c'est l'État représenté. C'est ça la question de fond. Il y a la télé. Oui, alors bon, en plus je finis le discours. Si j'avais le résumé de ces spiritualités diffuses, deux choses. Nous sommes une espèce parmi d'autres, nous sommes une espèce parmi d'autres, nous sommes un élément d'un grand tout, nous sommes un élément d'un grand tout. Totalement contradictoire avec notre héritage, seulement faut-il encore en avoir conscience. Et comme vous avez un terreau déculturé, cette chose-là, il va rentrer sur un terreau déculturé. À nous de le reculturer. Voilà. Chers